Lorsque Walter Perdium reçut le message envoyé par Pigeon Voyageur, fraîchement arrivé à Perdium, son visage s'assombrit instantanément. Le chef de famille d'Igald déclara dans un ton lourd de colère que son fils avait été tué par le fils odieux de Perdium, Ghislain, et qu'il exigeait vengeance. D'un ordre tranchant, il demanda qu'on rappelle immédiatement toutes ses troupes de Perdium. Pour lui, c'était clair, la famille d'Igald venait de leur déclarer la guerre. Aussitôt, Walter convoqua une réunion d'urgence. Une fois que tous eurent pris connaissance des faits principaux, le capitaine des chevaliers, Randolph, fut le premier à laisser exploser sa colère. Il affirma avec véhémence que l'autre était devenu complètement fou. Ghislain n'aurait jamais tué sans raison, encore moins le fils de cet homme. Quelqu'un proposa alors une explication qui tenait la route. Digald voulait simplement créer un faux motif pour lancer une guerre contre Perdium et s'approprier leur territoire. Pendant ce temps, Walter restait stoïque face à ces insinuations propagandistes. Cependant, son expression changea du tout au tout quand il apprit que tout tournait autour de leur récente découverte, un cristal magique de qualité exceptionnelle. Quelqu'un visiblement cherchait à les éliminer pour s'approprier ce trésor. Ghislain rappela à son père qu'il lui avait bien dit, lors de son départ pour la tour de magie afin de commercer, que 2 envoyés avaient été dépêchés auprès de Digald. Il ne faisait plus de doute que ces 2-là avaient trahi, divulguant des informations confidentielles. Après ces paroles, le père de Ghislain s'enfonça dans un profond silence, plongé dans ses pensées. Parfois, pensa-t-il, ce que l'on fait pour protéger un territoire peut précipiter sa propre chute. Et ce qui le troubla davantage, c'est qu'en observant le visage de Ghislain, il y lut une étrange sérénité, comme s'il avait anticipé depuis longtemps que ce jour arriverait. Soudain, Randolph s'emporta à nouveau. Selon lui, il n'y avait aucune raison de trop tergiverser. La puissance militaire de Perdium surpassait largement celle des Digald, sans parler de leur expérience inégalée du terrain. En matière de combat, leur victoire semblait pratiquement assurée. Mais à peine avait-il fini de parler que la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Un soldat haletant annonça que les troupes du clan d'Igald venaient de pénétrer sur leur territoire. Ghislain, accompagné de son père et de plusieurs responsables, monta sur les remparts de Perdium. Ce qu'ils virent leur glaça le sang, les rangs ennemis étaient organisés avec une rigueur militaire redoutable. Même leurs meilleurs guerriers furent déconcertés par cette réponse si rapide, à peine la déclaration de guerre lancée. Il était évident que tout cela relevait d'un complot longuement préparé, soutenu par une puissance en coulisses d'un niveau inquiétant. Lorsque les armes de siège ennemies commencèrent à apparaître, Albert, stupéfait, ne put retenir un frisson glacé. Il se tourna vers Randolph pour lui demander ce qu'il en était, comment une famille comme les Digald, considérée comme l'une des plus pauvres de l'Alliance du Nord, pouvait-elle réunir 6000 soldats lourdement armés? Randolph, impuissant, répondit que lui-même l'ignorait. Mais il rappela qu'il avait déjà averti auparavant, à force de vouloir économiser sur les effectifs militaires, on risquait un jour de le payer cher. C'est à ce moment-là que le père de Ghislain, placé en tête de la ligne, poussa un cri furieux, il ordonna le silence. Ce dont ils avaient besoin maintenant, c'était d'un calme absolu. Le moindre bavardage inutile risquait d'entraver leur capacité à répondre à l'évolution de la situation. Les ordres tombèrent immédiatement, rassembler toutes les troupes hors des murailles, faire entrer tous les civils dans le château, fermer chacune des portes de la ville une fois cela accompli. Et surtout, que chacun se tienne prêt à 1000%, la guerre venait de commencer. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, l'homme vêtu d'une cape jaune, nul autre que Digald, le chef du clan d'Igald, observait la scène avec une satisfaction à peine voilée. Il laissa échapper quelques mots pleins d'ironie. Grâce à son fils bon marien qui passait ses journées à paresser, il avait enfin trouvé une raison valable pour envahir les terres de Perdium. Et, ajouta-t-il avec un sourire cruel, rien n'était plus savoureux que de s'emparer de ce qui appartenait à un frère. À ce moment-là, il donna un ordre à l'homme se tenant à ses côtés, qu'il le suive, car il avait quelques mots à adresser à son cher frère d'armes, Walter Perdium. De son côté, ce dernier à peine eut-il aperçu Digald, qu'il laissa éclater une fureur incontrôlable. Il hurla le regard chargé de colère, demandant s'il avait perdu la raison ou sombré dans la folie. Comment pouvait-il affirmer avec une telle certitude que Ghislain avait tué son fils? Mais Digald d'un ton sec, lui répondit que c'était une vérité d'airain. Son fils bien-aimé avait péri sur cette terre, et il n'était plus question de couvrir ce soi-disant héritier, inutile et indigne. Il déclara qu'il offrait une dernière chance à Perdium de se rendre, car dans cette guerre à venir, il ne pouvait espérer aucune victoire. Il ajouta sur un ton faussement conciliant qu'aucun parent ne pouvait rester insensible devant la mort de son enfant. Et en mémoire de leur fraternité née des combats partagés, il lui accordait une dernière chance de déposer les armes. À ses yeux, Perdium ne possédait aucune carte maîtresse visible pour renverser la situation. Derrière Walter, Randolph et les autres furieux à en suffoquer, fulminaient. À ce stade, continuer à feindre la droiture relevait du ridicule, il n'y avait plus rien à discuter. Quant à Ghislain, il pensait en silence que tout se déroulait comme prévu. Même s'il avait réussi à sauver Helena, le fait que l'aîné des Digald soit mort restait immuable. Une guerre des territoires était inévitable.
La présence des armes de siège amenées par l'ennemi témoignait d'une intention claire, anéantir Perdium sans la moindre concession. Ses pensées furent alors interrompues par son père. Ce dernier affirmait sans l'ombre d'un doute qu'il croyait en son fils, convaincu que Ghislain n'était pas le meurtrier du fils d'Igald. Et c'était la seule réponse qu'il pouvait donner. Toutefois, si Digald persistait dans sa volonté de déclencher la guerre, il la mènerait jusqu'au bout, sans jamais reculer. L'aura que Walter Perdium dégageait à cet instant était telle qu'elle fit suer Digald de nervosité. Même Victor, qui était lui aussi chevalier, ne pouvait cacher son admiration. Il trouvait en ce général, gardien du Nord depuis tant d'années, une grandeur et une intrépidité hors du commun. Mais Digald, feignant la maîtrise de soi, soupira qu'une telle obstination ne ferait qu'entraîner la ruine de son peuple, lequel finirait par payer le prix du sang pour des choix aussi insensés. Il espérait simplement que Perdium ne regretterait pas cette décision. Après ces paroles cinglantes, Digald se détourna pour commencer à ordonner les prochains mouvements de ses troupes. De l'autre côté, Randolph s'impatientait déjà pour obtenir le commandement des forces de Perdium. Selon lui, les soldats rassemblés en bas des murailles n'étaient qu'un ramassis d'hommes sans réelle formation militaire. Il disait qu'il suffirait d'un rien pour les écraser. Mais ces mots provoquèrent l'indignation de Homern et des autres stratèges. Ils lui demandèrent s'il avait perdu la tête, rappelant que l'ennemi disposait d'au moins 6000 hommes. Peu importait la force d'un individu, rien ne pouvait compenser un tel déséquilibre numérique. Et si une défaite devait survenir à cause d'un plan irréfléchi, Perdium serait anéanti. Il ne pouvait cependant rester là sans rien faire. Quelqu'un proposa d'envoyer immédiatement une missive par pigeon voyageur pour demander du renfort à l'Alliance du Nord. Ghislain, entendant derrière lui les officiers débattre avec agitation, sentait le besoin de garder la tête froide et de trouver rapidement une réponse tactique à cette déclaration de guerre soudaine. L'ennemi était clairement préparé à gagner, et Digald avait bénéficié d'un soutien logistique important. Mais de qui venait ce soutien ? Voyant son père rongé par l'anxiété, Ghislain s'empressa de lui souffler quelques idées pour alléger son fardeau. Il expliqua que leur infériorité militaire se chiffrait à 5000 hommes. À ses yeux, il leur restait environ 15 jours avant que les armes de siège de l'ennemi ne soient complètement opérationnelles. Leur meilleure et unique stratégie était donc de demander des renforts et de tenir la ligne à tout prix. Son père reconnut la justesse de cette analyse, car en d'autres circonstances, il aurait lui-même opté pour une telle solution. Mais ce qui l'angoissait le plus, c'était de ne toujours pas savoir qui tirait les ficelles derrière Digald. À ces mots, Ghislain s'était penché à l'oreille de son père pour lui souffler une révélation capable de faire trembler les fondations de leur monde pendant 2 ans et demi. Peu après, il alla trouver Gillon. Ensemble, ils entamèrent une discussion urgente et confidentielle. Leur conclusion fut sans appel: si la famille d'Igald préparait réellement la guerre pendant les 15 jours à venir, alors pour espérer une victoire décisive, il fallait frapper les premiers et fort. Leur cible devait être la chaîne de ravitaillement ennemie. Une fois les vivres et les ressources coupées, la guerre s'éterniserait à leur désavantage, pensait-il. C'est à ce moment que Belinda souleva un point d'inquiétude. La majeure partie de la zone devant le château était désormais sous le contrôle de Digald, et les alentours grouillaient d'yeux vigilants. Mais Ghislain, imperturbable, lui rétorqua simplement que cela ne changeait rien. Il se tourna ensuite vers Karl et Gillon pour leur demander des comptes sur la mission confiée. Tous deux confirmèrent qu'ils avaient accompli ce qu'il leur avait ordonné. Au poste avancé de la forêt des Griffes Maudites, les troupes étaient désormais en place. Selon ces directives, ils avaient même utilisé les peaux des créatures tuées lors des combats précédents pour confectionner des tenues. Leur couleur sombre presque noire les rendait idéales pour les opérations nocturnes. La phase de préparation étant achevée, l'heure était venue de peaufiner les détails de la prochaine manœuvre. Ghislain se tourna vers Belinda et lui expliqua ce qu'il attendait d'elle, découvrir l'emplacement exact du dépôt de ravitaillement des troupes d'Igald. Elle acquiesça sans hésitation, jurant qu'elle accomplirait sa tâche sans la moindre faute, qu'elle ne serait en rien un boulet pour l'opération. Ghislain savait pertinemment qu'il ne pouvait confier cette mission qu'à elle. Elle seule pouvait s'infiltrer en territoire ennemi avec une telle aisance. Quant à la phase décisive de cette guerre, il la réservait à sa carte maîtresse, Vanessa, son atout le plus redoutable. 2 jours et demi passèrent en un éclair. Pendant ce temps, dans le camp de ravitaillement des forces de Digald, 2 individus se félicitaient bruyamment de leur avenir brillant. Il s'agissait de Pabro et Negao, 2 taupes placés par Desmond dans les rangs de Perdium. L'un d'eux s'écriait euphorique que suivre son aîné dans le camp de Desmond avait été une décision brillante. Jamais il n'aurait cru, après une vie de médiocrité et de frustration, qu'il lui serait un jour donné de prendre sa revanche sur le destin. Il riait, railleur, en lançant un adieu moqueur à Perdium, cette nation faible et misérable selon ses propres termes. Mais ces 2 traîtres ignoraient qu'ils n'auraient jamais l'occasion de profiter du fruit de leur trahison. Car Belinda avait déjà conduit Ghislain jusqu'au campement ennemi. Même le ciel semblait être de leur côté. Un voile gris étouffait la lumière, rendant l'atmosphère idéale pour une attaque surprise. Ghislain se tourna alors vers ses hommes et leur donna son ordre final. Aucun prisonnier ne devait être épargné, il fallait éliminer tout le monde. Dès que son ordre fut lancé, les mercenaires de Perdium se ruèrent à l'assaut.
Les sentinelles postées à la périphérie n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui se passait. En un éclair, elles s'effondrèrent, balayées par une déferlante meurtrière. Le vacarme éveilla rapidement les soldats endormis. Certains crièrent pour comprendre ce que faisaient les sentinelles à l'extérieur. Mais avant même d'obtenir une réponse, 2 d'entre eux surpris en plein sursaut, furent abattus net. Leur sort n'avait été guère différent de celui des autres, une fin rapide, brutale, sans appel. Voyant certains soldats ennemis tenter de prendre la fuite, Ghislain s'empressa de rappeler d'un ton sec qu'il ne fallait laisser aucun survivant. Pas un seul homme du poste de ravitaillement ne devait sortir vivant de cette attaque. Pendant ce temps, du côté des 2 traîtres de Perdium, Negao, visiblement affolé, s'empressait d'alerter son frère aîné de la situation critique. Leur base de ravitaillement semblait être tombée dans une embuscade aussi soudaine qu'inexplicable. À cela, Pabro répliqua d'un ton faussement rassurant qu'il n'y avait aucune raison de paniquer. Après tout, leur camp disposait d'1 millier de soldats. Mais Negao, la sueur ruisselant sur son front, ne partageait en rien cette confiance. Il lui rappela que rien qu'en 2 minutes et demie, ils avaient déjà perdu plus de 80% de leurs effectifs. L'ennemi frappait avec une efficacité terrifiante. Même Pabro, voyant tomber les combattants de la première ligne comme des feuilles mortes, ne put empêcher la peur de lui glacer le sang. Il prit alors une décision lâche, mais qu'il crut salvatrice, fuir. Il ordonna à son frère de le suivre, leur plan étant de s'échapper par le tunnel secret qu'ils avaient fait creuser à l'avance, se promettant de trouver un mensonge à raconter plus tard pour justifier leur désertion. Mais la peine eut-il prononcé ces mots que Negao s'effondra, 2 dagues fichées dans sa nuque foudroyée sans un cri. Quant à l'auteur de cette exécution, il s'agissait sans surprise de Belinda, l'un des piliers de la résistance de Perdium. Elle lança alors d'un ton glacial que Pabro avait bien mérité son sort, lui, le traître qui avait vendu leur patrie. Pabro, à la vue de Belinda, fut saisi d'un effroi si intense qu'il en perdit le contrôle de sa vessie. Il savait pertinemment qu'il n'avait pas la moindre chance face à ce combattant d'exception, même pas contre un seul de ses doigts. 30 minutes plus tard, l'assaut nocturne mené contre le poste de ravitaillement arrière des troupes de Digald s'acheva sur un triomphe total, et ce, sans qu'aucune perte ne fût à déplorer. La seule entorse au plan initial fut que Belinda ne tua pas Pabro immédiatement. Elle préféra le capturer vivant et le présenter à Ghislain, convaincu qu'il valait mieux tirer quelques informations de cet individu. Pabro, désormais à genoux devant Ghislain, plaida sa cause avec une humilité soudaine. Il jura que si on lui laissait la vie sauve aujourd'hui, il serait prêt à traverser flamme et lame pour Perdium. Mais Ghislain, impassible, ne répondit pas à la supplique. À la place, il détourna la conversation et demanda sèchement « Qui t'a corrompu ?» À cette question, Pabro avoua le regard fuyant que c'était le comte Desmond. Il expliqua que ses proches avaient été pris en otage et qu'il n'avait eu d'autre choix que de trahir. À ces mots, Ghislain demeura silencieux, plongé dans une réflexion fulgurante de 2 secondes et demie. Ainsi donc, Desmond était l'ombre derrière les renforts militaires de Digald. Mais Pabro, même à l'article de la mort, osait encore proposer un marché. Il suggéra que Ghislain le fasse prisonnier. Desmond, croyait-il, paierait une rançon faramineuse pour le récupérer, ce qui représenterait une victoire financière pour Perdium. Mais à peine avait-il terminé sa phrase que Ghislain bondit de son cheval et le força à lever la tête. Pabro, croyant son marché accepté, remercia Ghislain d'une voix tremblante, convaincu d'avoir gagné un sursis. Il n'eut pour toute réponse qu'un éclair d'acier. Dans la seconde qui suivit, sa tête roula au sol. Ghislain répliqua simplement que jamais il ne ferait affaire avec ce genre de personnes, il n'y avait qu'un seul destin possible pour les traîtres à Perdium, la mort. Une fois l'exécution achevée, Karl s'approcha de Ghislain et lui demanda ce qu'il devait faire à présent. Ghislain répondit qu'il devait rentrer à la capitale pour porter assistance. L'ennemi avait probablement déjà commencé sa première phase de siège, ce qui signifiait que toute son attention serait dirigée vers l'avant. Une occasion idéale pour les prendre à revers. Il ordonna alors à Belinda et Karl de s'occuper de l'aile gauche arrière de l'ennemi, tandis que lui mènerait personnellement les troupes vers le flanc droit. Quant à Gillon, Ghislain lui avait confié la zone la plus cruciale et la plus périlleuse du champ de bataille, le centre. Là-bas, le vieil homme devrait affronter à lui seul des milliers d'ennemis, avec une poignée d'hommes à peine. En apprenant ce que Ghislain attendait de lui, Gillon s'était contenté de sourire avec assurance, affirmant qu'il n'y aurait aucun problème, tant que cela relevait des ordres de son maître. De son côté, Karl s'était mis à bougonner, faussement contrarié que le vieil homme ait toujours droit aux missions les plus palpitantes. Il trouvait cela injuste. Belinda, elle, s'était montrée plus pragmatique, elle avait noté un détail important, devait-on vraiment intervenir pour soutenir les défenses du poste principal ? Ghislain lui confirma qu'il n'aurait pas à s'en soucier. Personne, avait-il dit, n'avait à se préoccuper de ce qu'il se passait du côté de la porte principale de la cité. Une réponse qui n'avait pas manqué de semer le doute dans l'esprit de Karl et des autres. Pourquoi diable ignorer un point aussi stratégique que l'entrée principale, alors qu'il s'agissait précisément de l'endroit à défendre en priorité lors d'un siège ? Ghislain leur avait simplement conseillé de ne pas s'en faire inutilement. Le moment venu, ils comprendraient. Pendant ce temps, du côté de son père, l'ordre avait été donné, tous devaient se préparer à l'assaut.
Randolph s'était alors chargé de coordonner le tir des archers et des arbalétriers, leur objectif étant clair à neutraliser au plus vite les engins de siège ennemis. Les projectiles continuaient de s'abattre sur les murailles, mais nul ne s'attendait à ce que l'ennemi déploie d'immenses échelles pour grimper directement sur les remparts. Face à cette menace, Walter se jeta dans la mêlée en tête, déterminé à défendre coûte que coûte les murs de la cité. Dans les flammes qui s'élevaient déjà du cœur de Perdium, Digald exultait, il n'aurait jamais imaginé obtenir de tels résultats sans même avoir eu besoin de faire intervenir Victor. Pour lui, la victoire approchait à grands pas. Il ordonna immédiatement une seconde salve de catapultes, bien décidé à écraser ceux qu'il traitait de misérables inconscients avec la plus grande brutalité. Mais Victor, lui, gardait une expression étrange. Bien que la situation fût désespérée, il continuait de se battre avec acharnement. Surnommé le « loup solitaire du Nord », il semblait vouloir saisir la moindre chance, aussi infime soit-elle, de retourner le cours de la bataille. Alors que de plus en plus d'ennemis prenaient pied sur les murailles, Randolph déclara qu'il ne tiendrait pas longtemps dans ces conditions. L'un d'entre eux devait absolument aller défendre la porte principale. Mais à peine avait-il proposé cela que Walter s'y opposa catégoriquement. Il leur intima de ne pas se préoccuper de la porte, leur seule mission était de tenir les murs. Randolph, bien qu'interloqué, n'insista pas. Lorsqu'il aperçut ensuite Scovan, il l'interrogea d'un ton pressé, où en étaient les renforts. Scovan répondit avec regret qu'aucun des royaumes alliés du Nord n'avait accepté d'intervenir. Même le territoire de Redford s'était dérobé, prétextant des conflits internes. Randolph enrageait, il maudissait cette bande d'ingrats et jura que le jour viendrait où il leur ferait payer cet affront. C'est à ce moment qu'un soldat essoufflé vint prévenir Digald, quelque chose clochait du côté du camp de ravitaillement. En entendant cela, Digald eut d'abord un sursaut d'indignation, il somma qu'on ne lui raconte pas de sottises. C'était tout bonnement impossible. Mais très vite, il dut ravaler ses certitudes. Il se demandait comment ces minables coincés dans le château avaient pu deviner l'emplacement exact de leur base de ravitaillement. Victor, quant à lui, observait la fumée s'élever lentement. Il en conclut avec un intérêt sincère qu'il devait encore y avoir à Perdium, des esprits dotés d'un vrai sens stratégique, et cela le réjouissait presque. C'est alors que Digald, les yeux emplis de soupçons, se tourna vers Victor et lui posa une question. Mais que faire maintenant? La guerre venait à peine de commencer et déjà, les vivres manquaient. Face à cette inquiétude croissante, Victor s'était montré catégorique, il ne fallait pas laisser la peur s'installer. À ses yeux, il n'avait nul besoin de renfort logistique. Selon lui, la victoire sur Perdium serait acquise dès aujourd'hui, sans la moindre incertitude. Dans les instants qui suivirent, Victor avait mis à profit son expérience stratégique pour analyser froidement la situation. Les attaques menées sur les flancs gauche et droit de la muraille s'étaient prolongées sans qu'aucune percée ne soit signalée. Une seule conclusion s'imposait alors. Les troupes d'élite de Perdium, y compris ce fameux « loup solitaire du Nord », tenaient bon sur ces axes-là. Dès lors, Victor en avait déduit que la défense de la porte principale devait être le maillon faible de l'ennemi. Aussitôt, il ordonna à ses hommes de se préparer. Tous devaient se concentrer désormais sur l'assaut du portail. Dans le tumulte de cette prise de décision, certains soldats portés par l'adrénaline avaient éclaté de joie, tapant dans leurs mains comme pour célébrer une victoire imminente. Perdium devait tomber, et Victor se réservait la direction de l'assaut sur la cité principale. Pendant ce temps, du côté de la ville de Perdium, l'armée de Digald poursuivait son offensive avec la même ardeur. À l'aide de hautes échelles d'ingénierie, les troupes ennemies s'élevaient sans relâche vers les murailles. Fort heureusement, les contraintes techniques de ces engins ralentissaient leur progression, empêchant une percée massive. De son côté, Walter Perdium, le stratège de la cité, continuait de repousser l'ennemi tout en dirigeant les opérations. Grâce à ces efforts, la situation, bien que défavorable, ne se détériorait pas davantage. C'est alors qu'un cri résonna. Scovan, l'un des éclaireurs, venait d'apercevoir quelque chose qui l'avait glacé d'effroi. Cette réaction n'échappa pas à l'attention de Walter, qui s'apprêtait à l'interroger quand il vit les tours d'assaut ennemies se rapprocher dangereusement du portail principal. Comment pouvait-il connaître la hauteur exacte des murs de Perdium? Cette révélation soudaine laissa place à une certitude amère, des traîtres avaient divulgué des informations confidentielles. Face à l'urgence, Walter avait aussitôt donné l'ordre de préparer les engins d'attaque à longue portée, il fallait frapper vite et fort. Les soldats s'étaient mis à l'ouvrage, traînant des pierres massives pour les charger dans les catapultes. Dès qu'elles furent prêtes, ils lancèrent un premier tir, visant les tours ennemies qui s'approchaient. Mais Victor imperturbable avait réagi avec une efficacité glaciale. Imprégnant d'énergie magique l'un de leurs projectiles, il s'était élancé avec une force herculéenne pour contrer le tir défensif. Cette démonstration laissa les défenseurs de Perdium sans voix. Jamais ils n'auraient imaginé que leur dernière arme secrète puisse être neutralisée aussi aisément. À cet instant, l'expression de Walter s'était figée. Il comprenait enfin, face à un adversaire comme Victor, leurs munitions conventionnelles n'auraient jamais pu avoir l'effet escompté. Victor, lui, avait alors dégainé une arme d'appoint et lancé un message sans appel à l'attention des défenseurs. Toute résistance était vaine. La chute de Perdium n'était plus qu'une question de temps.
Sans leur laisser le temps de répondre, il donna aussitôt l'ordre, l'assaut final devait commencer. Les troupes de Digald poussèrent en masse les tours d'assaut, les faisant progresser jusqu'aux portes de la ville. Grâce à leur double étage, les structures atteignaient désormais la hauteur même des murailles, permettant aux soldats d'atteindre le sommet en toute facilité. Le fracas des béliers résonnait, chaque coup faisant trembler les fondations. Et alors que les échos sourds des impacts s'amplifiaient, Perdium sentit l'angoisse l'envahir peu à peu. Walter se demandait combien de temps il lui faudrait encore pour revenir. Les habitants de Perdium risquaient de succomber sous les lames ennemies si cela persistait. Ce que Walter ignorait, c'est que son fils avait déjà préparé une stratégie minutieuse non loin des portes de la cité. Des prisonniers réclamaient leur libération en invectivant contre l'implication interdite des mages dans ces querelles seigneuriales. Le vieux Fergus tentait de les apaiser en invoquant les ordres du jeune maître. Mais comment rester calme face aux machines de guerre qui défonçaient les portes? L'un des captifs argumentait avec véhémence que même leur participation magique ne changerait rien au sort de la bataille. Vanessa, elle, conservait une foi inébranlable en son maître. Elle était convaincue qu'il ne laisserait jamais Perdium tomber entre les mains de l'ennemi. Ces paroles ne faisaient qu'exaspérer davantage Alfoy, qui lui reprochait de s'être laissé entraîner dans ce chaos infernal. Lorsque la jeune magicienne tenta de poursuivre, il la fit taire brutalement, l'accusant de servilité aveugle envers un maître qu'il qualifiait de dément. Pourtant Vanessa persistait dans sa loyauté, malgré les railleries concernant ses sorts minuscules comparés à sa réputation de prodige. L'observateur narratif gardait cependant l'intime conviction que cette version de la jeune femme surpasserait un jour ses anciens exploits, dépassant même le mythique 7e cercle. 2 jours et demi plus tôt, c'est à cette période qu'elle avait finalement maîtrisé l'art des incantations après un long entraînement magique, bien que ses projections énergétiques restassent dérisoires. Rougissante, elle s'excusait pour la faiblesse de ses sorts, mais le jeune seigneur la rassurait. L'essentiel était qu'elle puisse désormais canaliser la magie. Le reste viendrait avec le temps. Lorsqu'Alfoy et ses hommes commencèrent à enterrer des cristaux magiques à coups de pioche, Vanessa restait perplexe. Malgré ses vastes connaissances, elle ne parvenait pas à saisir la logique de ces préparatifs. Alfoy, quant à lui, ne cachait pas son irritation devant ces tâches manuelles indignes de mage. Ses protestations furent brutalement interrompues par Gordon qui lui appliqua une clé d'étranglement, faisant naître un malaise chez la jeune femme. Le seigneur se contenta d'évoquer des préparatifs cruciaux pour la stratégie à venir, sans autre explication. La stratégie la plus simple et la plus efficace consistait à écraser l'ennemi par une supériorité numérique absolue. Peu importe la résistance qu'ils opposaient, rien ne pouvait contrer ces assauts incessants. Les portes de Perdium finiraient par céder, mais cela ne signifiait pas pour autant que la victoire était impossible. Lorsque Vanessa entendit le plan que son maître lui avait exposé, elle douta de ses propres capacités. Mais le temps des hésitations était révolu. À présent, elle planta son bâton magique au centre du cercle formé par Alfoy et les autres. En une fraction de seconde, Alfoy sentit une étrange sensation, son énergie magique commençait à lui échapper. Oui, la prochaine étape du plan consistait en un transfert de mana. C'était précisément pour cette raison que le maître avait insisté pour ne recruter que des mages de 3e cercle ou plus, leur réserve de magie étant suffisamment abondante pour assurer la réussite de l'opération. Vanessa se jura de tout exécuter à la perfection, c'était la première mission que son maître lui confiait. À l'autre bout de la cité de Perdium, tandis que la tension montait sur les remparts, une silhouette familière refaisait surface à la tête d'un petit détachement. Le jeune seigneur rentrait enfin. Ce fut Randolph qui le repéra le premier, son regard brillant d'un mélange de stupeur et d'espoir. Il s'exclama à l'attention de ceux autour de lui que leur frère revenait, là-bas, au loin. Non loin de là, le père du jeune homme jusque-là figé par l'angoisse, sentit un poids immense se dissiper. Son fils était vivant, et à cet instant précis, il se dit qu'il pouvait enfin lui confier ce qu'il lui restait d'espoir. Mais leur manœuvre aussi audacieuse fut-elle, n'était pas passée inaperçue. Un soldat le souffle court et les traits marqués par la panique, accourut vers Victor pour l'alerter qu'un groupe de cavaliers inconnus les encerclait par l'arrière. La nouvelle claqua comme un coup de tonnerre. Pourtant, il était déjà trop tard pour reculer. Le jeune seigneur sans attendre d'ordre, avait dégainé sa grande épée, une lame qui n'avait pas quitté son fourreau depuis bien trop longtemps, et s'était jeté dans la mêlée. Pour lui, ce n'était qu'un échauffement, une mise en jambe avant le vrai combat. Face à lui, les troupes de Digald restèrent figées d'incompréhension. Certains murmuraient qu'on leur avait juré que Perdium n'avait reçu aucun renfort. Lorsqu'ils levèrent leurs arcs prêts à tirer, le cavalier fonça sur eux, esquivant les flèches avec une agilité presque irréelle, avant de s'abattre sur leur ligne avec une puissance foudroyante. En à peine 2 minutes et demie, il avait anéanti plus de la moitié de leur aile droite. Les survivants tétanisés le regardaient comme s'ils venaient d'apercevoir un être surnaturel. Certains, la voix tremblante, demandaient entre eux si ce n'était pas un démon venu d'un autre monde. Une fois ces hommes rassemblés derrière lui, l'heure de la contre-attaque sonna enfin. Il leur ordonna de se redresser, de tenir leur position avec fermeté. D'une voix puissante qui résonna jusqu'au cœur du champ de bataille, il déclara qu'à compter de cet instant, c'était l'armée de Perdium qui reprenait l'initiative. Et dans le tumulte de la guerre, son cri résonna comme un appel à la renaissance.
Ghislain ordonna d'un ton sec que chacun donne le meilleur de soi, qu'on transforme le champ de bataille en un véritable carnage sanguinaire. Pas question de relâchement, aucun. Et à peine ces mots lâchés, Ghislain ouvrit les hostilités en première ligne, fonçant droit vers le flanc droit de l'armée ennemie pour une attaque éclair. Ses camarades, eux, suivaient précisément le plan qu'il avait méticuleusement élaboré. Du côté du camp principal de Digald, on voyait déjà Gillon et ses hommes atteindre sans encombre la zone cible. Une fois sur place, ils s'étaient lancés dans un massacre méthodique, taillant à travers les soldats comme dans du beurre. Gillon s'était attribué une mission bien précise, distraire l'ennemi. Il affirma à ses alliés qu'il se chargerait d'attirer l'attention pendant que détruirait les installations stratégiques vitales de Digald. Gordon et Torrent, eux, n'avaient pu s'empêcher de se moquer. Selon eux, ces pleux empestaient la peur. Ils s'étaient contentés de lancer ironiquement que l'endroit allait bientôt devenir un champ de ruines et qu'il ferait mieux d'éviter toute résistance inutile. À ce moment précis, un certain Degao, la voix tremblante, s'était exclamé en demandant ce qu'il se passait. Qui au juste était venu prêter main forte à Perdium pour organiser une telle embuscade? Personne ne répondit. Et pour cause, il ne fallut pas longtemps avant que Gillon apparaisse devant eux, d'un air menaçant. Gillon lança alors moqueur qu'il devinait que cette « grosse truie » devait être le commandant des forces de Digald. Il lui ordonna de le suivre sagement, faute de quoi, il ne garantirait plus rien. Mais alors qu'il n'avait même pas fini sa menace, une lance surgit soudainement sur sa gauche, projetée à une vitesse fulgurante. Heureusement pour lui, Gillon, maître dans l'art de ressentir la moindre intention meurtrière, réagit à temps. Il pivota et para l'attaque d'un mouvement vif de sa hache, stoppant net l'assaut surprise. L'assaillant restait encore inconnu, mais il n'y avait plus de doute, c'était l'un des piliers de l'armée de Digald. Et d'un simple coup, Gillon comprit que la puissance de cet ennemi surpassait largement la sienne. Ce dernier méprisant se mit à vociférer que Gillon osait lancer un assaut contre le cœur de leur camp avec une force aussi ridicule. Il lui reprochait sa témérité, tout en avouant apprécier son courage. Pour cela, il lui proposait d'échanger leur nom, en signe de respect guerrier. Mais Gillon impassible, répondit qu'il n'avait pas de nom, qu'il n'était rien. Juste un outil sans importance parmi les ombres de Perdium. Pendant ce temps, à l'autre bout de Perdium, sur le flanc gauche de la cité principale, Karl et Belinda livraient un combat acharné. Mais entre les deux, la méthode faisait toute la différence. Belinda, elle, éliminait ses adversaires proprement, sans même faire gicler une goutte de « jus de pastèque », son expression à elle pour parler du sang. Elle trouvait le style de Karl tout bonnement insupportable, trop brutal, trop salissant, et à ses yeux totalement inefficace. Karl, lui, s'était contenté de répondre que c'était une joie que Belinda ne pourrait jamais comprendre. Et il ajoutait qu'elle devrait essayer au moins une fois. Qui sait, ça pourrait lui révéler des plaisirs inattendus. Enfin, sur le mur et de Perdium, la situation prenait une autre tournure. La puissance de Ghislain était telle que bon nombre de soldats de Digald perdaient déjà l'envie de se battre. Certains, appelés à la dernière minute pour faire le nombre, songeaient déjà à fuir. Sur le champ de bataille, Ghislain jugeait la situation clairement à leur avantage. Le désordre qui régnait dans les rangs ennemis offrait une opportunité en or pour les anéantir. Les soldats de son escouade galvanisée l'interpellèrent en lui assurant que la suite leur appartenait, qu'ils pouvaient se reposer un moment. Mais se reposer? Cela n'avait jamais été dans les plans de Ghislain. Il s'était en effet ajouté une mission cruciale, détruire la tour de siège des troupes de Digald. Avant cela, il lui fallait briser les nombreux barrages qui lui barraient la route. Il avait alors lancé un ordre sec à tous les fantassins ennemis, qu'ils essaient de l'arrêter, s'ils l'osaient. Après tout, il était seul, et ils avaient l'avantage du nombre. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cela ne représentait pour lui absolument aucune menace. Après avoir commandé à son destrier d'éviter de lui-même les coups les plus dangereux, Ghislain bondit soudainement en prenant appui sur la croupe du cheval et s'éleva dans les airs au-dessus de la ligne ennemie. À l'instant même où ses pieds quittèrent le sol, il entama l'assaut. D'un coup de jambe en ciseaux, il brisa la nuque du premier soldat sur son passage. Puis, sans reprendre son souffle, il se mit à attaquer dans toutes les directions, tel un ouragan de lames et d'acier. Pendant 8 longues minutes, il réduisit ses adversaires en poussière, seul contre tous, implacable. Une fois tous les obstacles anéantis, Ghislain s'arrêta, son visage soudainement devenu grave. Il s'était alors retrouvé face à un problème de taille. Les murs de la cité étaient dans un état bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Était cela la véritable puissance de la tour de siège de Digald? Si les choses continuaient ainsi, il n'aurait même pas le temps d'exécuter ses plans de secours, et la cité principale de Perdium risquait fort d'être prise. Certes, la cavalerie de Perdium montrait encore une vigueur impressionnante, mais la différence écrasante de nombre entre les deux camps rendait la victoire difficile à obtenir dans un court laps de temps. C'est alors qu'un commandant de Digald, manifestement aguerri, donna ses instructions, empêcher cet homme d'approcher la tour de siège. Les murailles allaient bientôt s'effondrer. Il n'était même pas nécessaire de le tuer, disait-il, il suffisait de l'occuper. Mais Ghislain savait pertinemment que le temps lui était compté. Il devait intervenir immédiatement, avant que l'élan des forces de Perdium ne s'essouffle. À peine cette pensée formulée, il fondit de nouveau sur les lignes ennemies,
tranchant tout sur son passage. Les soldats de Digald, bien qu'en surnombre, furent balayés comme des insectes. Mais leur nombre le ralentissait considérablement. Qu'il regarde devant, derrière, à gauche ou à droite, il y en avait toujours un pour tenter une attaque traîtresse dans son dos. Il comprit rapidement leur stratégie, il tentait d'épuiser ses forces par l'usure. Mais à ses yeux, c'était une perte de temps, ils étaient bien trop faibles. Soudain, depuis le sommet de la tour de siège, plusieurs projectiles furent tirés en sa direction. D'un pas maîtrisé, il les esquiva avec calme, puis profita de l'instant pour repérer l'officier de Digald qui orchestrerait les tirs. Il perçut une brèche, s'y engouffra, et d'un coup d'estoc foudroyant, l'envoya dans l'autre monde. Afin d'accélérer la destruction de la tour, il projeta alors son immense épée en direction de son sommet. Celle-ci vint se ficher solidement dans la structure, juste à l'endroit visé. Sans attendre, Ghislain activa une technique secrète, la liaison magique. Il relia un fil d'énergie invisible entre lui et la garde de l'épée. Ce lien allait lui permettre d'amplifier sa puissance et de poursuivre sa destruction avec une efficacité redoutable. En le voyant ainsi grimper la tour en un bond, avec des moyens incompréhensibles, les soldats de Digald furent pris de panique. Certains en oublièrent même comment fuir. Puis Ghislain leva les bras, rassembla toute sa force, et déchaîna une puissante frappe ciblée, directement sur le point de fragilité de la tour. Le choc fit trembler toute la structure. En quelques secondes, la gigantesque tour de siège s'effondra sous ses yeux. Seul, Ghislain l'avait détruite à lui seul. Face à cette scène, les troupes de Digald ne pouvaient que trembler d'effroi, étaient-ils seulement humains, ou bien un monstre sous apparence humaine? Non loin de là, Victor, témoin de toute la scène, restait figé. C'était là toute l'étendue de ce que l'armée de Perdium pouvait accomplir. Mais une question hantait encore l'esprit de ce commandant, qui était donc cet homme qui avait réussi à se fondre dans leur rang pendant tout ce temps? En théorie, il aurait dû percer sa véritable identité depuis longtemps. À cet instant, un subordonné accourut pour faire son rapport. Il annonça que la porte de la cité résistait bien plus que prévu, en grande partie à cause des perturbations internes qui ralentissaient leur progression. Il estima qu'il ne leur restait plus que 4 tranches de 2 minutes et demie avant que la porte de Perdium ne cède. Victor resta silencieux pendant 2 secondes et demie, puis donna un ordre sans appel à ceux qui le suivaient, réduire ces 10 minutes à 5. Il déclara qu'il allait personnellement s'occuper de neutraliser les éléments qui gênaient leur assaut. Mais avant cela, il exigeait que la porte soit détruite à tout prix. Aucun échec ne serait toléré. Il conclut par une menace glaciale, ceux qui échoueraient n'auraient même pas droit à une mort digne. Et pourtant, l'instant d'après, une voix autoritaire et provocatrice s'éleva derrière eux, les stoppant net. Elle ordonnait qu'on ne laisse pas Victor partir, qu'il reste ici, et qu'il se prépare à se battre. Victor se retourna aussitôt l'air sombre, et lança une question tranchante. Qui osait ainsi l'interpeller? L'homme répondit sans se démonter, avec une arrogance assumée. Il s'appelait Karl, chef des mercenaires de Cerberus, et invitait Victor à un duel en bonne et due forme, sans détour ni interruption. Si tu as manqué les précédentes parties, tu peux trouver les liens en description de cette vidéo, ou tu peux cliquer en haut à droite. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Revenons à l'instant où Karl provoqua Victor en duel, exigeant de lui qu'il cesse tout et se batte sans retenue. À ces mots, Victor afficha un air grave. Il ne savait pas qui se tenait devant lui, mais il n'avait pas de temps à perdre avec un inconnu. Karl, sentant l'hésitation de son adversaire, lança fièrement son nom, chef du groupe de mercenaires de Cerberus, Karl en personne. Mais sans laisser à Victor le temps de répondre, il dégaina son épée favorite, prêt à foncer. Face à cette démonstration de fougue, Victor ne montra aucune panique, il se contenta de tapoter doucement l'encolure de sa monture. Le destrier, comme mu par une intuition guerrière, attendit le moment parfait pour décocher un violent coup de sabot. Pris de court, Karl ne put esquiver. Victor profita alors de cette brèche pour fondre vers lui, son épée à la main. Mais son véritable objectif n'était pas Karl lui-même. D'un geste tranchant, il visa directement la gorge du cheval de son adversaire, voulant ainsi l'affaiblir dès le départ. Karl, vétéran des champs de bataille, comprit aussitôt la manœuvre. Il s'élança dans les airs, bondissant du dos de sa monture, espérant retourner l'attaque contre le cheval de Victor. Mais c'était peine perdue. La défense de Victor ne laissait aucune ouverture. Il para l'assaut avec une facilité déconcertante, sauvant son cheval sans effort. Karl, incrédule, refusa d'admettre que cela relevait de la maîtrise. Il attribua sa défaite à la chance et tenta une attaque aérienne désespérée. Durant les 2 secondes et demie où il chutait, il concentra toute sa force dans un coup vertical, le plus puissant qu'il pouvait offrir. Mais une fois encore, l'issue fut la même, Victor demeurait impassible, presque trop à l'aise, comme si ce combat n'était qu'un jeu pour lui. Karl, dans la confusion de ses pensées, se rappela qu'il avait bien compris, avant même l'affrontement, que cet homme était redoutable. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait imaginé que ce serait à ce point. Et à cet instant précis, Victor laissa tomber une pique glaciale, chargée de mépris, il déclara qu'il en avait vu tant d'autres, des types qui surestimaient leurs capacités. Parmi tous ceux qu'il avait affrontés, Victor ne cachait pas son mépris.
c'étaient surtout des femmes mercenaires, persuadées d'être inébranlables, alors qu'en fin de compte, elles ne valaient même pas une fourmi. Tandis qu'il prononçait ces mots avec froideur, son épée fendit l'air dans une coupe horizontale, visant Karl en pleine chute. Ce dernier eut beau réagir avec une vivacité admirable, la différence de puissance et d'armes entre eux deux scella inévitablement l'issue de cette passe. Karl perdit le duel. L'attaque de Victor le blessa grièvement et réduisit considérablement l'intensité de son aura, semblable à une pipelette qui s'arrêtait soudain de parler. Sur le plan psychologique, Victor excellait. Il ne se lassait jamais de rabaisser ses adversaires, persuadé qu'il n'y avait rien de plus simple à abattre que ces bêtes sauvages, mues par leur seul instinct et qui fonçaient droit devant elles sans réfléchir. En entendant cela, Karl sentit la rage monter jusqu'à lui faire exploser la poitrine, mais il ne pouvait nier une chose, il avait effectivement tout donné. Ce combat, Ghislain l'avait prévenu, Victor en tant qu'atout-maître de la maison d'Esmond, représentait l'une des forces principales de l'assaut contre le territoire de Perdium. Avant même que le plan d'encerclement ne débute, Karl avait demandé à son camarade à quel point Victor était dangereux. La réponse avait été limpide, même lui, à l'heure actuelle, n'était pas capable de le vaincre. Même en s'y mettant à deux, il n'avait aucune chance. Ghislain avait ajouté que cet homme possédait une habitude redoutable. Il savait tirer parti de l'écrasante supériorité numérique de ses troupes pour obliger ses ennemis à se focaliser uniquement sur la défense des remparts, avant de concentrer l'intégralité de son offensive au moment précis où la porte principale serait brisée. En repensant à cela, le visage de Karl s'assombrit, il comprenait que s'il tombait maintenant, tout le plan minutieusement élaboré depuis des semaines, s'effondrerait comme un château de cartes. Il se rappela alors les derniers mots que Gillon lui avait adressés avant la bataille. Peu importe ce qui se passerait, il devait coûte que coûte, retarder l'ennemi jusqu'à ce que Perdium puisse activer son arme secrète. À cette pensée, Karl rassembla ses forces, il ne serra pas les dents, il ne frappa pas du poing de non. Il sourit. Il planta son regard dans celui de l'ennemi juste devant lui. Ce n'était pas fini. Son tempérament orgueilleux et farouche l'avait toujours poussé à se dépasser, et il n'était pas question que cela change aujourd'hui. Il devait au moins faire en sorte que la différence entre eux deux ne soit plus un gouffre. Pendant ce temps, Gillon le vétéran à la longue barbe grise, menait un affrontement magique contre un redoutable mage ennemi. Le combat stagnait. L'adversaire certes ne parvenait pas à le blesser, mais lui-même ne réussissait pas non plus à briser la défense adverse. À ses côtés, Gaude, son fidèle lieutenant, brûlait d'envie de le rejoindre pour prêter main forte, mais des soldats sous les ordres du mage s'interposèrent à toute vitesse et l'empêchèrent de passer. Malgré tout, Perdium n'était pas en reste. Les troupes commandées par Gordon poursuivaient leur percée avec brio, galvanisées, presque invincibles tant aucun ennemi ne parvenait à briser leur élan. D'un côté, Gillon, nouvelle recrue de choix dans les forces de Perdium. De l'autre, un mage chevalier dont l'ambition n'était autre que de conquérir ce territoire. Leur combat dura plus de 30 minutes. Puis, Gillon sentit son esprit s'enflammer. Il comprit qu'il ne pouvait plus se permettre de gaspiller davantage de temps ici. Malgré les angles multiples de ses assauts, la barrière magique de l'adversaire résistait avec une efficacité redoutable. Gillon, tout en haletant, se demanda depuis combien de temps il n'avait pas affronté un ennemi aussi robuste. Cela devait bien faire des années, mais il n'avait nullement l'intention d'abdiquer. C'est alors que survint l'imprévu, le cheval du vieux combattant reçut un coup de taille foudroyant, le laissant grièvement blessé. Ce fut un choc. Alors que sa monture perdait soudainement l'équilibre, Gillon fut violemment projeté au sol, sans même avoir le temps de reprendre le contrôle de son corps. Une telle ouverture, le genre de brèche qui pouvait briser l'équilibre d'un duel parfaitement égal, ne pouvait évidemment pas échapper à son adversaire. Adon n'hésita pas une seconde. Même si Gillon parvenait à se redresser à temps et à se défendre avec son épée ordinaire, la puissance brute de l'ennemi, elle, surpassait largement la sienne. Et au moment même où son corps toucherait le sol, il le savait, il perdrait l'initiative pour plusieurs tours d'affrontement. Cela ne faisait aucun doute, Adon avait désormais toutes les raisons d'arborer ce rictus triomphant. Et de l'autre côté du champ de bataille, la situation de Karl virait elle aussi au cauchemar. Terrassé par Victor jusqu'à l'extrême limite de la survie, il gisait là, à demi conscient. Au même instant, les troupes de Digald accomplissaient enfin ce que l'on redoutait depuis le début, elles venaient de percer la seule porte principale de la cité de Perdium. Et ce, dans le délai stratégique de 5 minutes qui leur avait été imparti. Ce fut un choc tel que l'on jura entendre le souffle glacial de la mort sur la nuque des défenseurs. Même Walter d'ordinaire 6 mètres de lui, eut un frisson glacial en l'apprenant. Cela dépassait le pire des scénarios envisagés. Son fils ne lui avait jamais parlé d'un plan de repli en cas d'échec aussi brutal. Pendant ce temps, Alpha, encore sous l'effet d'un transfert magique, fut si horrifié qu'il en perdit tout contrôle de ses nerfs. On aurait dit qu'il en avait presque perdu la vessie. Il cria à l'intention de Vanessa, l'accusant d'être une folle, et lui intima de ne pas l'entraîner dans sa chute si elle voulait mourir ainsi. Mais Vanessa l'ignora royalement. Il ne restait qu'un ultime segment à accomplir pour parachever l'ordre de son maître, et quoi qu'il arrive, elle tiendrait jusqu'au bout. Victor de son côté, ayant été informé de la percée, ordonna immédiatement à toutes ses forces de se regrouper.
Il leur lança cet ordre sans ambiguïté, lancer une offensive totale. Leur objectif désormais était limpide, prendre d'assaut le château de Perdium. Juste avant de s'élancer pour capturer le patriarche ennemi, Victor se retourna vers ses hommes et leur rappela de garantir l'acheminement sécurisé de Digald jusqu'à cet endroit précis. Il leur assura qu'ils n'auraient pas longtemps à attendre. La victoire était désormais imminente. C'est alors qu'un souffle de volonté inattendue se fit entendre. Karl, que tous croyaient hors d'état, parvint à se relever, chancelant mais debout. D'un ton déterminé, il rappela à Victor ce qu'il lui avait dit plus tôt, que son adversaire, c'était lui, Karl. Et que, par conséquent, il n'irait nulle part. Face à cette résurgence, Victor ne put qu'exprimer un soupir teinté de regret. Il affirma alors que Perdium était déjà sur le point de s'éteindre, et que Karl devrait le savoir. Certaines choses méritent qu'on y laisse la vie, d'autres non. Sur un autre front, alors qu'il était encore au sol, Gillon entendit le discours méprisant de Hadon, qui du haut de sa position, tenta de l'ébranler en lui lançant que ce n'était pas son combat. Il insista sur le fait que même avec toute la force du monde, Gillon n'y changerait rien. Car même leurs soldats les plus faibles étaient passés au crible d'un entraînement rigoureux. Il le provoqua, voulait-il encore rivaliser avec eux? Victor lui aussi, déversait son venin. Il déclarait que remplir leurs troupes d'élite avec de simples mercenaires sans valeur avait été l'erreur fatale du clan Perdium. Il asséna que ces hommes n'étaient rien dans cette guerre que des sacrifices inutiles. Que des mercenaires n'auraient jamais dû miser leur vie sur une famille déjà condamnée. À ces mots, Karl ne put plus contenir sa colère. Il répliqua avec mordant, demandant si Victor habitait au bord de la mer, pour se mêler aussi rapidement des affaires des autres. Il rappela avec rage dans les veines, qu'un champ de bataille ne faisait pas la différence entre chevaliers ou mercenaires, seul comptait l'issue, la victoire ou la défaite. Hadon, en guise de réponse, se contenta de dire avec force que les excuses des perdants ne méritaient même pas d'être entendues. Qu'à l'approche de la mort, tout cela devenait vide de sens. Mais à ce moment précis, quelque chose changea. Gillon, dans cette confrontation intense, semblait avoir retrouvé la force de sa jeunesse. Comme une étincelle revenue de loin, sa puissance monta en flèche, presque par révélation soudaine. Et dans un éclair de technique pure, il parvint à contraindre l'arme de Hadon, puis à remonter d'un coup sec en diagonale, effectuant une frappe latérale foudroyante. Le coup précis et tranchant tua net le destrier de Hadon. Et l'arme de ce dernier, par la violence du choc, fut arrachée de ses mains. Hadon bascula déséquilibré, s'effondrant au sol. Désormais, tout ce qu'il avait tenté d'infliger méritait d'être retourné contre lui et au centuple. Gillon, le regard brûlant d'intensité, concentra toute son énergie. Et sans lui laisser le moindre répit, il abattit sa lame sur Hadon, qui s'efforçait encore désespérément de se défendre. Aussi solide que fût une ligne de défense, elle comportait toujours une faille. Gillon le savait, il avait offert sa vie à son maître, ce voleur de tombes, car telle était la raison de son existence, œuvrer à sa victoire. Il avait reconnu en Hadon un adversaire redoutable, mais il trouvait regrettable qu'un tel homme se soit placé du mauvais côté. Au moment précis où Hadon glissa, Gillon n'hésita pas une seule seconde. Sa lame s'abattit sans la moindre pitié, tranchant net le fil de la vie de son ennemi. Au même instant, sur un autre PAN du champ de bataille, Karl, bien qu'ayant parfaitement conscience qu'il risquait de périr ici, restait animé par une volonté inébranlable. Le chef lui avait confié une mission, et même si la chance de réussite était infime, il se jura de la mener à bien. Une seule fois, pensait-il, il suffisait d'une seule percée. Il ne pouvait pas trahir les espoirs que le chef avait placés en lui. Avant le début de la guerre, Karl était venu trouver Ghislain, en quête de conseils. Il lui avait demandé s'il se souvenait de leur duel à mort d'autrefois, ce moment où il avait exécuté ce mouvement si élégant, une feinte soudaine vers la droite suivie d'un enchaînement éclair. Karl avait trouvé ça incroyablement stylé. Puis, à mesure qu'il parlait, sa voix s'était faite hésitante. Pour la première fois de sa vie, il quémandait de l'aide, pourrait-il lui enseigner cette technique? Ghislain, amusé, riait devant ce Karl jadis si impitoyable, qui soudain semblait gêné. Il lui avait alors confié une règle essentielle, l'important, c'est l'action. Mais ajoutait-il, lorsqu'un homme frappe le premier dans une ruelle, on le prendra sûrement pour un simple barbare, incapable de réfléchir. L'ennemi finira par le sous-estimer. Et c'est précisément ce principe que Karl n'avait jamais oublié. Alors, lorsqu'il fonça à nouveau sur Victor avec une brutalité déconcertante, ce dernier para sans peine chacun de ses coups. Mais Karl s'en fichait. Son objectif, pensait-il, était bien plus simple que celui de Victor. Il ne cherchait pas à le vaincre, mais à accomplir une tâche. Soudain, Karl lança violemment sa dague vers Victor. Ce dernier, habitué à ce genre de subterfuge, la dévia sans même cligner des yeux. Il ne se doutait pas un instant qu'il venait de tomber dans un piège méticuleusement orchestré. Victor, moqueur, lança alors une pique. Selon lui, ceux qui n'avaient rien à perdre prenaient toujours des décisions stupides, persuadés qu'ils n'avaient aucun prix à payer, oubliant que la mort les attendait au tournant. Dans ce bref instant de suffisance, Victor brandit son épée géante et déclara qu'il allait l'envoyer lui-même en enfer. Mais à cet instant précis, Karl esquiva d'un cheveu, puis saisit fermement le bras de Victor. Il utilisa l'élan et la hauteur de son propre corps pour se propulser dans les airs à l'aide d'une vrille éclatante.
C'est ainsi qu'il atteignit sa dague, toujours en chute libre. Victor prit de court, hésita un instant, ralentissant son mouvement. Il parvint de justesse à éviter le coup que Karl dirigeait vers ses points vitaux. Mais ce n'était qu'un leurre. Karl n'avait jamais cherché à le tuer. Depuis le début, son unique objectif était d'abattre le cheval de guerre de Victor. Et une fois cette mission accomplie, celle que Ghislain lui avait confiée, Karl, vidé de son énergie et de sa force vitale, tomba dans un état critique, à 2 doigts de basculer dans l'au-delà. Victor, quant à lui, restait figé, incapable de croire qu'il ait pu se tromper dans ses prédictions. Il savait pourtant que ce genre de gestes imprécis, seuls ceux qui étaient prêts à mourir pouvaient les accomplir. Devait-il vraiment croire que cet homme-là était prêt à brader sa vie de mercenaire, si sauvage et farouche, comme un simple bien sans valeur? À cet instant, Victor, la voix basse et détachée, laissa entendre qu'en toute sincérité, il avait toujours eu un certain respect pour cet adversaire, qui osait mettre sa propre vie en jeu, et qu'avec un adversaire plus à la hauteur, il aurait pu renverser la situation. Mais, ajouta Victor d'un ton résigné, cet homme avait commis une erreur. Aussi, avant que la mort ne le cueille, n'avait-il pas quelques dernières paroles à formuler? Contre toute attente, Karl esquissa un sourire étrange presque fou, et déclara d'une voix rauque qu'il avait déjà accompli tout ce qu'il désirait. Quant à sa vie, si Victor la voulait, il n'avait qu'à la prendre, voilà tout. Ces mots furent pour Victor une insulte insupportable, toute pitié en lui s'évanouit aussitôt. Soudain, Victor sentit 3 présences hostiles surgir d'en haut, mais jugea qu'elles ne représentaient pas la moindre menace. Lorsqu'il esquiva adroitement les projectiles lancés, il aperçut Belinda se matérialiser à quelques pas de lui. Les 3 lames qu'elle avait lancées n'étaient autres que son œuvre. Elle avait profité d'un instant de distraction pour tenter d'emmener Karl, grièvement blessé, loin d'ici afin de le soigner. Même si Victor n'avait pu porter le coup fatal, il n'en éprouva pas le moindre regret. Tout cela, après tout, n'était qu'un imprévu dans ses plans. Il se dit qu'une fois qu'il aurait pris possession de la cité principale de Perdium, il aurait tout le temps de traquer et d'éliminer les survivants. Mais soudain, Victor réalisa un problème bien plus grave. Et alors qu'il s'apprêtait à ordonner un repli immédiat à ses hommes, la porte de la ville, juste devant lui, libéra soudain une magie terrifiante. Cette puissance, Victor sut qu'elle émanait de Vanessa. À cet instant précis, elle se remémorait fidèlement les instructions que Ghislain lui avait confiées. Quand la porte de Perdium serait forcée, la plupart des ennemis s'y masseraient, et sa puissance suffirait à inverser l'équilibre de la bataille. Bien qu'elle eût craint de ne pas y parvenir, il lui avait seulement demandé de donner tout ce qu'elle avait. Lorsque Vanessa concentra toute la magie dont elle était capable, un vent furieux balaya la place, immobilisant les soldats ennemis. Puis, au moment où elle invoqua l'attaque de flammes, toute la zone à ses pieds, sur 10 lieues à la ronde, fut submergée par un brasier apocalyptique. L'explosion d'une violence inouïe laissa les soldats de l'armée de Digald broyés ou brûlés, sans qu'aucune chair mortelle n'y survive. La vision de ce carnage glaça d'effroi même les chefs des armées de Perdium. Jamais ils n'auraient imaginé que l'arme secrète de Ghislain serait d'une telle puissance. C'était pourtant bien ce qu'il avait toujours anticipé. Cette bataille se déroulait exactement comme il l'avait prévu, et la victoire finale était désormais à sa portée. Aussitôt, Ghislain ordonna à ses troupes de pourchasser les survivants. Mais il savait qu'il ne pourrait seul mener ce massacre à son terme. Il lança un ordre clair, que tous encerclent la porte de la ville à pleine vitesse, et qu'aucun ennemi ne s'en échappe, pas même un seul. De l'autre côté, Victor, projeté à terre par l'onde de choc, resta un instant à genoux, envahi par un regret amer. Cette guerre, il l'avait préparée durant des années, coupant une à une les veines qui irriguaient Perdium, pensant que la victoire était inéluctable. Jamais il n'aurait pu deviner qu'il faisait face à un mage d'un tel niveau, capable d'anéantir des milliers de ses soldats d'un seul coup. Victor comprit alors que son échec n'était plus une simple défaite, il avait été trop confiant, trop certain de ses forces. S'il avait abattu ce guerrier plus tôt, il ne serait pas dans cette situation. À présent, il savait qu'il n'y avait plus aucun sens à poursuivre le combat. Il ordonna donc à ses hommes, venus le secourir, de sonner la retraite. À compter de ce moment, la seule issue pour eux était de battre en retraite. À ses yeux, cette zone n'était nullement un terrain forestier. Une fois l'armée de Digald extirpée des flammes, elle pourrait rapidement se réorganiser et rassembler de nouvelles forces. Même si la mission confiée par Desmond demandait bien plus de temps que prévu, Victor savait que c'était une nécessité. Il se persuadait qu'en expliquant la situation, il parviendrait à éviter toute sanction. Pourtant, il n'avait pas prévu qu'au moment où il comptait soudoyer Adon, Gillon surgirait en personne, traînant la tête encore fumante de l'homme qu'il cherchait. Gillon lâcha d'une voix calme qu'il savait parfaitement qui il était, un renfort extérieur venu aider l'armée de Digald, sans doute pour une raison obscure. Mais ajouta-t-il aussitôt, il lui conseillait vivement de se rendre au plus vite, car leurs troupes de réserve et leur base stratégique avaient déjà été réduites en poussière. Victor pourtant, éclata d'un rire tonitruant. Il lança qu'il fallait cesser de plaisanter. Croyait-on vraiment que sa guerre s'achèverait ainsi? Il déclara qu'il comptait bien, de ses propres mains, trancher leurs gorges, les découper en morceaux et offrir leur reste en pâture aux chiens. Pour lui, l'heure de la victoire venait seulement de sonner. Tout
avait basculé à l'instant où Vanessa, sa magie concentrée à l'extrême, avait libéré sa technique de feu. L'explosion fut si foudroyante que l'armée ennemie s'était effondrée, incapable de se réorganiser. Face à ce spectacle, Victor, cet ancien héros déchu, avait aussitôt commandé, ordonné à tous ses hommes de battre en retraite et de fuir. De mon côté, j'avais compris que c'était le moment décisif. Ce genre d'occasion, capable de retourner le sort d'un champ de bataille, n'arrivait qu'une fois. Et il était hors de question de laisser quiconque s'échapper. En moins de 2 minutes 30, l'armée de Digald avait fondu comme neige sous un feu ardent, réduite à 20% de ses forces, et les pertes continuaient d'augmenter. C'est alors que Belinda m'avait retrouvé, le souffle court, visiblement inquiète. Elle m'avait demandé si j'avais été touché par l'explosion. Je l'avais rassurée avant de lui demander à mon tour si la mission était accomplie. Elle avait hoché la tête, indiquant le cheval derrière elle, où Karl était allongé, inconscient mais vivant. Il avait réussi, mais de peu. En voyant Karl lever le pouce dans un ultime geste muet, j'avais tout de suite compris. Il avait accepté de mourir pour cette victoire. Je lui avais promis, après cette guerre, de lui enseigner quelques techniques avancées. Puis, comme si l'émotion retombait d'un coup, Belinda s'était mise à râler. Elle m'avait confié qu'au moment où elle avait entendu mon plan, elle l'avait trouvé insensé, suicidaire. Je lui avais répondu qu'elle était simplement trop prudente. Au final, le plan avait fonctionné à la perfection, et il fallait admettre qu'une partie de cette réussite lui revenait, ainsi qu'à Karl. Sans eux, l'issue de cette guerre aurait été bien plus incertaine. Mais en plein milieu de cette conversation, un détail m'avait soudain frappé. Gillion n'était toujours pas revenu. Le commandement s'interrogeait. À ce rythme-là, c'était sûr. Après avoir vaincu Adon, Gillion était parti de sa propre initiative à la recherche de Victor. Il avait agi seul. J'avais aussitôt ordonné à ce que Karl soit soigné et m'étais lancé à sa poursuite, car si je n'arrivais pas à temps, les conséquences pourraient être irréparables. Pendant ce temps, le duel entre Gillon et Victor atteignait son apogée, aucun des deux ne reculait. Ils se lançaient dans une confrontation aussi sauvage que spectaculaire, une explosion de rage brute, comme deux bêtes se battant jusqu'à l'épuisement. Mais rapidement, Gillon avait compris que quelque chose clochait. À partir du 75e échange, il avait senti que la puissance des coups de Victor augmentait. Mais plus encore, la fréquence d'attaque devenait inhumaine, presque impossible à suivre. Il avait tenté de riposter, mais ses contre-attaques se faisaient esquiver avec une aisance déroutante. Comme si Victor dansait autour de lui, imprévisible et implacable. Profitant d'un moment de faiblesse, Victor avait lancé un coup terrible, déchirant un tendon du bras droit de Gillon. À cet instant, Gillon comprit que s'il continuait ainsi, il finirait par s'écrouler. Il allait être épuisé à mort, vidé jusqu'à la dernière étincelle. Victor, lui, avait senti cette faiblesse. Il l'avait provoquée, lançant avec mépris que ces mercenaires ne savaient que comploter dans l'ombre, se croyant malins. Il avait avoué qu'au départ, il les avait pris au sérieux, mais qu'il s'était révélé arrogant et ridicule. Et dans une manœuvre brutale, il avait utilisé la structure particulière de sa hache pour bloquer l'arme de Gillon, avant de la projeter loin d'un seul coup sec. Gillon, déjà en mauvaise posture, se retrouvait désormais désarmé. Et le sang avait jailli. Une nouvelle blessure, la deuxième grave. Malgré tout, Gillon, les mains nues, avait réussi à détourner la hache de Victor dans un ultime mouvement désespéré, évitant de peu le coup fatal. Victor, surpris, avait marqué un instant d'arrêt. Il comprit alors que Gillon n'avait pas vaincu Adon par chance. Peu d'hommes pouvaient encore se battre à ce niveau dans cet état. Mais au fond, Gillon n'avait pas senti la force de Victor diminuer parce que ce dernier était faible, mais parce que lui-même, sans le savoir, approchait de ses limites. C'est au moment où Victor s'apprêtait à donner le coup de grâce qu'une puissante aura meurtrière se fit sentir derrière lui. Par pur réflexe, il avait interrompu son attaque et esquivé. Il se retourna furieux, exigeant de savoir quel fou avait osé perturber son exécution. Un instant plus tard, une silhouette s'extirpa lentement des ruines. Elle marchait droit vers l'endroit où l'arme de Gillon avait été projetée. Victor, malgré ses nombreuses interpellations pour savoir qui se dressait devant lui, ne reçut pour seule réponse qu'un silence de mort. L'inconnu, sans dire un mot, libéra alors la troisième couche du noyau magique et leva sa hache de guerre avant de foncer droit vers lui, animé par une détermination sans faille. À cet instant, alors que le pouvoir du noyau atteignait sa troisième phase, Ghislain fit un pas de côté et bondit vers le champ de prisonniers. Ce premier assaut ne visait qu'un objectif, jauger combien de force Victor avait encore à offrir après tant de combats successifs.
Et selon ses calculs enrichis par 2 précédents affrontements, ses chances de victoire frôlaient les 99,999%. S'ensuivit une série de plusieurs centaines d'échanges où Victor parvint de justesse à maintenir l'équilibre. Mais peu à peu, l'ascendant de Ghislain se fit sentir. Il percevait nettement la baisse de puissance et de vitesse chez son adversaire. Même les attaques les plus puissantes de Victor, comme son saut écrasant venu du ciel, n'étaient plus qu'un simple jeu de poignet pour Ghislain, qui les bloquait d'une seule main. Usant encore une fois de sa maîtrise imprévisible, Ghislain profita de l'élan de sa hache pour effectuer une rotation acrobatique et frappa Victor d'un coup de pied dans un angle inattendu. Le chevalier perdit l'équilibre et avant même de pouvoir se ressaisir, Ghislain enchaîna avec une prise en ciseaux, l'étranglant à la gorge et le projetant violemment au sol. Victor, malgré les blessures, parvint à rouler sur le côté et se remettre debout. Mais son regard trahissait une panique grandissante, il n'arrivait plus à lire les intentions de son adversaire. Chaque relâchement, aussi infime soit-il, risquait de lui coûter la vie. Il avait bien envisagé que l'ennemi puisse être l'arme secrète déployée par Perdium, mais d'après les informations qu'il détenait avant la guerre, cette hypothèse semblait hautement improbable. C'est alors qu'il entendit cette voix glaciale lui dire qu'il connaissait tout, son identité, son armée, ses plans, jusqu'au soutien caché dans l'ombre. Ghislain affirma que tout était vain, que toute résistance était inutile. Victor, saisi d'un frisson, ne put s'empêcher de se demander s'il avait été trahi par sa propre faction. Il repoussa cette idée, impossible. Il était censé être l'atout maître du comte Desmond. Il répliqua avec arrogance, pensant que ce genre de ruse n'aurait jamais pu fonctionner sur lui. De toute façon, selon lui, Perdium ne pouvait pas être au courant de cette opération. Et pourtant, alors qu'il tombait une nouvelle fois, il vit que Ghislain était déjà en train de préparer un autre enchaînement. Cette fois, Victor avait anticipé, prenant soin de se garder une ouverture pour esquiver. Profitant du temps de latence après l'attaque de Ghislain, Victor tenta de contre-attaquer. Mais chacun de ses mouvements semblait prévu à l'avance. À peine venait-il d'être frappé par un coup de pied qu'il n'était même pas encore retombé que ses instincts criaient à la panique. Jamais encore il n'avait affronté quelqu'un capable de rendre chaque coup si précis, si fluide, si chirurgical. Même s'il pouvait encore lever sa lame pour parer, la chute de sa puissance ne laissait plus aucun doute. Cette fois, l'issue était scellée. Dans le tumulte de la bataille, un casque roula au loin, porté par les vents de poussière. Victor, haletant, hurla enfin, le ton empreint d'incrédulité. Il voulait savoir qui était ce type, et pourquoi il avait pris le parti de défendre un territoire aussi misérable que Perdium. Mais Ghislain ne répondit pas. Il s'approcha en silence de son épée rangée dans le sol, pensant que certes, la hache était une arme redoutable, mais que cette lame-là avait toujours épousé parfaitement la paume de sa main. Et lorsqu'il retira calmement son casque, il laissa Victor contempler son visage. Là, tout devint limpide. Le chevalier du Nord, stupéfait, reconnut enfin celui que tout le monde prenait pour un incapable. Ghislain Perdium. Le fils aîné de la maison de Perdium. Tout avait basculé au moment où, à la demande de son adversaire, Ghislain avait retiré son casque de chevalier. Victor, qui jusque-là gardait une assurance glaciale, avait posé la question d'une voix sincère. Ghislain, dans un élan de pitié, avait répondu qu'il était bien le fils aîné de la maison Perdium. Ghislain Perdium. À l'instant même où ce nom avait résonné, Victor était resté figé, l'air hébété. Mais rapidement, il avait baissé la tête, comme écrasé sous le poids de l'humiliation. Lui, le chevalier le plus redouté du Nord, venait d'être mis à terre par un vaurien que l'on croyait incapable de brandir une lame. Puis lentement, il s'était redressé. Dans sa gorge, grondait une rage froide, il lança qu'il n'accepterait jamais qu'un misérable l'abatte aussi facilement. Ghislain implacable, lui promit alors de lui faire comprendre, une fois pour toutes, qu'il méritait réellement le titre de meilleur combattant du Nord. Victor esquissa un sourire narquois, raillant cette prétention qu'il jugeait insensée. Pourtant, dans sa voix perçait un trouble. Il ajouta que dans toute guerre, tous les moyens étaient bons pour triompher. Peu importaient les ruses, seul le dernier à rire était vainqueur. Alors sans attendre, il libéra l'énergie qu'il se targuait à dissimuler jusque-là. Même dans cette situation, il refusait de voir quiconque lui voler le titre de plus fort. Ce morveux, disait-il, allait comprendre que le Nord n'était pas un terrain de jeu. Mais Ghislain, loin de se laisser intimider, avait de nouveau libéré la 3e couche de puissance du coffre maudit, lui aussi avait ses secrets. Il fallait en finir, seul un affrontement total permettrait de trancher ce duel. Au moment où leurs épées s'étaient croisées, le combat avait éclaté avec une violence féroce. Ghislain avait enchaîné des attaques aussi imprévisibles que fulgurantes, cherchant à prendre Victor de court. Mais ce dernier semblait déjà familier avec ses enchaînements, analysant chacun de ses gestes avec une précision inquiétante. Les centaines d'échanges qui avaient suivi avaient frôlé la perfection. Le moindre faux pas, même infime, aurait signé leur arrêt de mort. Soudain, Victor avait tenté une feinte. Ghislain avait aussitôt reculé pour esquiver, mais l'écart entre eux était devenu trop court pour parer à l'épée. Il n'avait eu d'autre choix que de parer l'attaque avec son pied, puis s'appuyer pour se propulser dans les airs. Il frappa violemment de l'autre pied le visage de son adversaire.
Celui-ci était sérieusement sonné, mais se ressaisit immédiatement car Ghislain chargeait de nouveau à l'écart d'une seconde, leurs épées hurlèrent dans l'impact. Ils s'affrontèrent à bout portant, serrant les dents, aucun ne voulant céder. D'un coup brutal, Victor le repoussa, libérant une vague d'énergie. Le choc avait projeté Ghislain au loin, le faisant glisser sur plusieurs centaines de mètres. En se redressant, il avait remarqué que son poignet gauche était blessé. Son regard s'était assombri. Victor lui avait souri, convaincu d'avoir enfin pris l'avantage. Mais il avait tort, il avait tout faux. Ce n'était pas la douleur qui assombrissait le regard de Ghislain, mais un souvenir revenu en surface. Ce souvenir brûlant d'une autre vie, d'une guerre contre le comte Desmond. Et cela, Victor ne pouvait le deviner. Le duel avait atteint son paroxysme. Les lames s'entrechoquaient à un rythme inhumain, chaque coup portait en lui une volonté de tuer. Et c'est alors que Victor avait rusé. Il avait profité de l'élan résiduel de sa parade pour exécuter un balayage rotatif à ras du sol. Ghislain avait à peine eu le temps de bondir, échappant de peu à une blessure grave aux jambes. Mais même suspendu dans les airs, il continuait à se battre, exploitant l'environnement pour garder l'avantage. Une fois au sol, il n'avait pas laissé Victor respirer et avait enchaîné une nouvelle attaque, forcément parée, mais Victor commençait à brûler ses dernières forces. Ghislain, lui restait lucide, il voyait clair dans les gestes de son adversaire. Victor avait du talent, indéniablement. Rien qu'en l'affrontant, il avait su apprendre et reproduire certaines techniques. Mais cela ne suffisait pas face à Ghislain. Dans un mouvement précis, Ghislain avait saisi le col de Victor, l'avait fait pivoter, lui faisant perdre l'équilibre, puis avait bondi en avant pour en finir. Victor à bout, avait encore trouvé la force de rouler, d'esquiver et de contre-attaquer en soulevant un nuage de poussière. Son coup était puissant, rageur, presque désespéré. Et en voyant cette ténacité, Ghislain n'avait pu s'empêcher de se rappeler, encore une fois, cette guerre passée, quand il avait pour la première fois affronté Desmond sur ses terres. Il l'avait enfin reconnu. Ce guerrier qui s'était dressé jadis sur sa route, cet obstacle qu'il avait fini par terrasser à grand-peine. Ce n'était pas un simple adversaire. C'était celui qui dans son ancienne vie, lui avait fait perdre un temps précieux. Un temps qui avait suffi pour que l'ennemi prenne le contrôle de Perdium et précipite la chute de sa maison. Ce souvenir l'avait hanté jusque dans la mort. Alors une fois revenu à la vie, Ghislain Perdium s'était juré de ne plus jamais laisser quiconque se dresser en travers de son chemin. Celui qui oserait tenter de l'arrêter, n'aurait droit qu'à une seule issue, la mort. À cet instant, face à un Victor à bout de souffle, Ghislain savait que la victoire lui appartenait. Ils étaient presque à égalité, mais la différence tenait à cette énergie nouvelle qu'il avait réveillée, son troisième noyau. Il n'avait plus besoin d'achever son ennemi. Il savait que Victor allait mourir. Alors sans mots, il s'était tourné pour revenir vers son père et conclure cette guerre de territoire par un triomphe. Mais Victor l'avait arrêté. D'un souffle rauque, il avait de nouveau posé la même question, « Qui es-tu » Ghislain avait d'abord cru qu'il refusait d'accepter la vérité. Mais ce que Victor ajouta ensuite le prit de court. Ce n'était plus important, avait-il murmuré. Tout cela, les titres, les réputations, les préjugés n'avaient plus de poids. Ce qui comptait désormais, c'était que celui que tout le monde traitait de bon marien dans le Nord, ce Ghislain Perdium que l'on méprisait sans même le connaître, s'était imposé comme le plus fort de cette génération. Il le remerciait. Grâce à lui, il avait compris qu'on ne devait jamais juger trop vite, qu'on ne devait jamais mépriser un adversaire à cause de son apparence ou de sa réputation. Il lui demanda de continuer à avancer, de porter sa conviction, de ne pas mourir trop tôt, pas avant qu'il se retrouve, peut-être, dans l'au-delà. C'était arrivé juste après qu'il ait vaincu Victor, le plus puissant général de l'armée ennemie. Avec sa chute, la guerre menée par la maison d'Igald était désormais terminée. La victoire revenait sans conteste, à Perdium. Ghislain soutenant son frère Gillon à demi-conscient, retourna au camp principal. Tous les soldats encore valides les attendaient, serrés devant les portes. Beaucoup étaient blessés, d'autres mutilés, mais tous étaient vivants. Et surtout, tous avaient tenu. Perdium avait tenu. Et l'histoire ne faisait que commencer. Face à cette victoire sans la moindre perte, un exploit que même les récits de légende hésiteraient à prétendre, Ghislain ne put s'empêcher d'esquisser un sourire soulagé. Tous étaient encore en vie, rien que cela suffisait à remplir son cœur d'une gratitude indicible. Il n'eut pas le temps de s'attarder sur ses pensées, ses compagnons d'armes, ces mercenaires qui avaient combattu à ses côtés pendant 2 ans et demi, l'encerclèrent dans un élan d'émotion. Même Belinda d'ordinaire si distante, ne fit pas exception. Certains se laissaient aller à l'étonnement. Ils n'auraient jamais cru vivre une bataille aussi brutale, aussi tranchante que l'éclair, où la mort pouvait frapper à chaque battement de cils. Cela les faisait frissonner, littéralement. Face à leur regard, Ghislain les remercia simplement. Il leur dit que leur fidélité, leur courage, avaient dépassé toutes ses attentes. C'est alors que Karl lança une boutade moqueuse, invitant le vieux à cesser de faire le fier et à s'allonger pour que Belinda puisse soigner cette plaie qui pissait le sang. Mais Gillon, toujours fier, secoua la tête, il déclara que ce n'était rien, tout en maintenant debout son corps meurtri. Ghislain s'enquit cependant de 2 absentes, Helena et Vanessa.
À cela, Belinda répondit qu'elles avaient été évacuées à l'intérieur du château par l'ancien Fergus pour les protéger. D'après les rumeurs, Vanessa avait tout donné dans un sort de haute magie avant de s'effondrer, vidée de toute énergie. Mais avant même que Ghislain ne puisse réagir, une voix sonore et familière s'éleva, tranchante comme le cri d'un corps. C'était le capitaine des chevaliers. Il clamait avec une fierté débordante que son jeune maître avait accompli un exploit magnifique. Lui, le capitaine, n'avait plus que de l'admiration à offrir. Il reconnut sans détour s'être trompé dans ses anciens jugements. À ses yeux, Ghislain était bel et bien l'héritier légitime de Perdium. Face à tant d'éloges, Ghislain se contenta de sourire sans répondre. Après tout, ce même homme avait été le premier à contester ses décisions, à s'opposer à chacune de ses initiatives. À ce moment précis, son père s'approcha lentement. Ghislain, en voyant son visage impassible, se prépara à recevoir un de ses commentaires froids et distants, comme un simple « tu as bien fait », lancé du bout des lèvres. Mais contre toute attente, l'homme s'avança d'un pas lourd et le serra dans ses bras. Une étreinte franche, inattendue, presque irréelle. Puis son père parla. Il confessa qu'au moment où il avait entendu parler de son plan, il l'avait trouvé complètement insensé. Mais Ghislain, en mettant sa propre vie en jeu, avait prouvé que c'était possible. Il avait réussi, parfaitement. À cela, Ghislain répondit que le mérite revenait d'abord à son père. C'était lui après tout, qui avait tenu bon sur les remparts et empêché les forces ennemies de s'infiltrer par les failles du château. Mais l'homme secoua la tête. Non, tout cela, affirma-t-il, n'avait été rendu possible que grâce à Ghislain. C'était grâce à lui que Perdium avait pu remporter cette guerre sans aucune perte humaine. Et lorsque la poussière retomba, il leva haut la main de son fils et proclama d'une voix retentissante. La victoire appartient à Perdium. La clameur qui s'ensuivit balaya les derniers doutes. Tous éclatèrent de joie, parlaient à voix haute, riaient sans retenue. C'était ce genre de scène que Ghislain avait toujours rêvé de voir en revenant à la vie. Et dans son esprit, le mot « survivre » n'avait jamais eu de place, il n'existait pas dans son dictionnaire. Et pourtant, au fond de lui, une tension subsistait. Il serra les poings. Car il le savait, cette guerre territoriale n'était qu'un rideau, une illusion de fin. En vérité, ce n'était que le début. Vaincre Victor n'avait été qu'un prélude. Le véritable affrontement ne faisait que commencer. C'est alors que son père reprit la parole, lui suggérant de se reposer avec ses compagnons. Il se chargerait du reste. Mais Ghislain secoua la tête sans hésiter. Non, il n'avait plus le luxe du repos, le temps pressait. Il déclara qu'il fallait immédiatement confirmer les conditions de reddition du commandant adverse. Attendre jusqu'au lendemain serait une erreur fatale. Cela pourrait même causer à Perdium des pertes irréparables. À partir de maintenant, sans perdre une seconde, Ghislain devait se hâter de mener ses troupes vers le territoire du clan d'Igald. Le temps pressait. Il se tourna vers son père et lui demanda sans détour de lui confier temporairement tous les droits seigneuriaux de Perdium. Il ne s'agissait pas là d'une intuition vague, mais d'une nécessité stratégique immédiate. Ce moment ne pouvait être différé. Après avoir reçu l'approbation de son père pour user de son autorité seigneuriale, Ghislain déclara que cette guerre territoriale avait été déclenchée unilatéralement par le clan d'Igald, un acte en violation directe avec les règles de l'Alliance du Nord. C'est pourquoi il fallait agir sans laisser au comte d'Igald la moindre minute de répit, pas même 2 minutes et demie. Autrement, il risquait à tout moment de contre-attaquer et de relancer les hostilités. Il affirma qu'il fallait sonner le corps immédiatement, imposer les conditions de dédommagement sans délai, afin que d'Igald n'ose plus jamais empiéter sur leurs droits. Face à ces paroles, son père resta un instant silencieux. Il était surpris, lui qui pensait que son fils prendrait enfin le temps de savourer la victoire. Voilà que Ghislain anticipait déjà le prochain coup. Alors, l'homme l'encouragea d'un ton grave, qu'il suive la voie dictée par son cœur, qu'il frappe fort. Et à compter de ce jour, si Ghislain avait les capacités de régler les problèmes par lui-même, il n'aurait plus besoin de demander la permission. Il ajouta cependant une dernière recommandation. Le comte d'Igald avait autrefois été un allié proche, un homme loyal envers la couronne. Il l'invitait donc à le traiter avec courtoisie, autant que possible. Ghislain acquiesça, il avait ses propres méthodes. Dès qu'il obtint l'aval de son père, il partit retrouver Karl. Il demanda si tout le monde tenait encore debout. Ce dernier confirma que les blessures étaient légères, rien de plus que des éraflures. Alors sans perdre une minute, Ghislain lança le départ, cap vers les terres de d'Igald, à pleine vitesse. Pendant ce temps, de l'autre côté, les bannières du territoire d'Igald avaient déjà été remplacées par des drapeaux blancs. Le comte fou de rage, fulminait. Pourquoi diable devait-il subir une fin aussi absurde? Il s'étranglait presque de frustration. Il avait pourtant accepté un accord secret, et tout le monde savait que Desmond était un homme intransigeant. Comment se pouvait-il que ces 2 meilleurs hommes aient été écrasés par ces satanés gosses de Perdium? Il n'y avait pas à dire, cette défaite, c'était bien la blague glaciale de l'année. À ses côtés, son conseiller administratif tenta maladroitement de le calmer, mal lui en prit. Une seconde plus tard, il se fit sèchement remettre à sa place. Le comte l'envoya promener sans ménagement, lui hurlant de la boucler. Puis il se reprit, ordonna que l'on prépare immédiatement l'équipe de négociation pour la reddition et les conditions d'indemnisation. Son ton ne souffrait aucune réplique.
Devant cette précipitation, Lowell, son conseiller, sembla perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi tant d'empressement. Digald lui répondit alors que le comte Perdium n'était pas du genre à tourner autour du pot. C'était un homme direct, empreint de tradition mais aussi de férocité. Il était certain qu'il accepterait de discuter. Le seul obstacle, admit-il avec un soupçon de tension dans la voix, c'était l'état catastrophique de leurs finances. Mais Lowell n'eut même pas le temps d'exprimer cette réserve. Digald hors de lui saisit soudainement la gorge. Tu ne comprends donc toujours pas ce que tu dois faire, misérable? Alors bouge-toi! Va soutirer ce qu'il faut à cette bande de porcs de paysans. À moins que ce soit parce que toi aussi tu es né plébéien? Tu refuses, c'est ça? Tu penses donc que la vie de ces larves vaut plus que la mienne? Si tu me considères encore comme ton maître, alors exécute mes ordres, et tout de suite. Mais cette fois, Lowell en avait assez. Depuis des années, il portait à bout de bras l'administration du territoire d'Igald, sans reconnaissance. Et aujourd'hui, son sang ne fit qu'un tour, il ne reculerait plus. Il allait enfin se dresser au nom du peuple, contre l'injustice. C'est alors qu'un soldat fit irruption essoufflée, le regard paniqué. Les troupes de Perdium étaient sur le point d'atteindre les portes de leur domaine. Un instant plus tard, le château de Digald apparaissait à l'écran, déjà encerclé par les soldats de Perdium. Par tous les enfers, pourquoi sont-ils arrivés aussi vite? Que suis-je censé faire maintenant? Son esprit s'emballa. Puis, dans un éclair d'orgueil désespéré, il choisit d'improviser. Il comptait sur ses talents de négociateur pour inverser la vapeur. Selon lui, tant que les pourparlers n'étaient pas dirigés personnellement par le seigneur de Perdium, il restait une chance. Mais il ignorait tout, car la seconde suivante, son visage se figea. Ce n'était pas Perdium le père qui se présentait en tant qu'émissaire, mais Ghislain, le fils. Digald tenta de demander où était passé l'ancien. Ghislain lui répondit froidement que cette affaire était trop insignifiante pour nécessiter l'intervention de son père, qui avait des responsabilités bien plus importantes. « Allez, qu'on le sorte d'ici !» Ses yeux lançaient des éclairs quand il ordonna d'un ton glacial qu'on le fasse agenouiller devant lui, immédiatement. Karl et l'homme au turban s'exécutèrent. Ils empoignèrent Digald sans douceur. Ce dernier se débattait furieusement, hurlant qu'ils n'avaient pas le droit de le toucher avec leurs mains impures. Mais au final, il se retrouva bien à genoux, la rage au ventre. Belinda, un peu inquiète, chuchota à Ghislain que cette méthode était peut-être excessive. Elle demanda s'il était certain de vouloir aller jusque-là, et ajouta qu'elle nierait toute implication si jamais le seigneur en personne la convoquait. Ghislain hocha la tête, c'était son choix, sa décision. Digald, écumant de haine, lança alors qu'il avait prêté serment d'allégeance au royaume, que tous ici paieraient pour leur conduite, qu'il les traduirait en justice. Mais il n'eut pas le temps d'achever sa menace. À ses yeux, Digald n'était plus qu'un traître à l'Alliance du Nord. Un homme qui avait tenté de s'allier avec des ennemis extérieurs, dans l'espoir fou de s'approprier Perdium. Le seul châtiment valable à ses yeux, c'était la mort. Et pourtant, sur la route vers le domaine d'Igald, les officiers de Ghislain avaient longuement débattu de la question. Fallait-il vraiment l'exécuter? Entamer des négociations supposait qu'on lui accorde au moins la vie sauve. Mais au fond, tout ceci n'était qu'un jeu dangereux orchestré par Digald, dans le seul but de redorer le blason de son fils. Trop de compensations exigées, et Perdium risquait de se retrouver en difficulté malgré sa victoire. Le scénario le plus probable? Un marchandage sans fin autour du prix, suivi d'un accord à l'amiable. Car le dubitatif avait alors demandé si cela ne risquait pas de prendre trop de temps. Il trouvait que tout ce théâtre n'était qu'une perte de salive. Belinda l'avait aussitôt rabroué. Elle lui lança qu'il ferait mieux de se taire s'il ne comprenait rien, que les querelles entre nobles n'étaient pas de simples bagarres de ruelles. Mais Karl, fidèle à lui-même, restait convaincu que nobles ou non, ils restaient des hommes comme les autres. Et que leur sang, comme le leur, avait la même couleur. Alors que les deux compagnons continuaient de débattre avec ardeur, Ghislain les interrompit calmement. Il leur expliqua que les mots qu'il avait prononcés plus tôt n'étaient en réalité que ceux qu'aurait dit son père. Quant à lui, il avait sa propre manière de traiter cette affaire, une manière bien différente. À peine eut-il terminé sa phrase que Digald, le visage blême, se jeta à ses pieds, implorant qu'on lui laisse la vie sauve. Il répétait d'une voix tremblante qu'il ne pouvait pas mourir. Ghislain, implacable, lui répondit que c'était là le prix à payer. Ceux qui jettent des centaines de vies dans les flammes de la guerre doivent s'attendre à y être consumés à leur tour, ou alors, ils doivent s'acquitter d'un dédommagement juste et conséquent. À l'écoute de ces mots, Digald sembla soudain soulagé. Il comprit qu'il avait une échappatoire. Mais comme il tarda à répondre, Ghislain leva aussitôt son épée, prêt à lui trancher la tête. Ce fut à ce moment précis que Digald cria qu'il était prêt à céder tout son territoire en guise de réparation. Cette déclaration fit l'effet d'un séisme. Tous les regards se braquèrent sur lui, sidérés. Tous, sauf Ghislain qui esquissa un sourire froid. Cette réponse, il l'avait anticipée dès le départ. Il poursuivit donc d'un ton posé, expliquant que pour hériter d'un domaine, il fallait nécessairement être un membre légitime de la famille du seigneur ou un héritier légal. Toute autre démarche violerait les lois successorales de l'Alliance. Digald répliqua aussitôt, affirmant qu'il trouverait une solution.
Il promit de maquiller Ghislain en cousin éloigné, d'établir un faux certificat d'héritage et de régler ainsi tous les détails. Dans la foulée, il ordonna à Lowell de lui apporter plumes et papier pour commencer les démarches. Mais Ghislain restait de marbre. Ce simulacre de reddition ne lui suffisait pas. Sentant qu'il risquait encore de basculer du mauvais côté, Digald promit alors une compensation supplémentaire. Il précisa toutefois qu'il aurait besoin d'un peu de temps, car cette somme, il devrait l'extorquer à son propre peuple. Il supplia alors qu'on lui laisse une seule chance de survivre. Ces mots provoquèrent chez Ghislain un profond dégoût, il eut un haut le cœur. Ce lâche pensait-il vraiment que sa vie avait plus de valeur que celle des étoiles elles-mêmes? Soit, Ghislain lui offrirait une ultime occasion, mais ce ne serait pas lui qui trancherait. Il déclara que ce serait au peuple de Digald d'en décider. Il convoqua alors tous les citoyens du territoire. Une fois rassemblés, il fit sortir Digald en public, comme un chien ayant perdu son maître. Ceux-ci s'étaient déjà regroupés, mais peu comprenaient encore vraiment ce qui se passait. Certains murmuraient, d'autres se taisaient, incertains. Digald, le regard fuyant, osa tout de même demander s'il pouvait être épargné cette humiliation. Il supplia Ghislain de ne pas l'exposer ainsi devant la foule. Mais Ghislain lui répondit sèchement de surveiller ses paroles, car désormais les gens qui se tenaient là avaient entre leurs mains le sort de toute sa seconde vie. Avant de laisser la parole au peuple, Ghislain estima qu'il était de son devoir de leur raconter toute l'histoire. Il se présenta devant eux, droit et calme, il était Ghislain Perdium, l'unique héritier du territoire de Perdium. Il déclara que leur seigneur Digald avait lancé une guerre de vengeance contre son peuple, et qu'il l'avait perdue. Alors que Ghislain d'une voix calme, annonçait que les compensations de guerre seraient à la charge du peuple qui avait, soi-disant, tant aimé Digald, il lança la question qui ferait tout basculer. Alors, qui parmi vous est prêt à payer de sa poche? Tous ceux qui se présentent maintenant auront droit à une réduction immédiate de 20%. Mais à peine avait-il terminé sa phrase que la foule s'enflamma, des voix outrées s'élevèrent de toutes parts. On l'accusa de les prendre pour des machines obéissant aveuglément aux ordres. On lui rappela que la dernière fois, on les avait déjà envoyés au front sans la moindre préparation. À présent, voilà qu'on voulait leur faire régler l'addition. Cette fois, plus personne n'était prêt à courber l'échine. Ghislain, resté de marbre face à la clameur, déclara alors d'un ton solennel qu'en tant que seigneur par intérim de Perdium, il leur offrait un choix, une décision juste, sans contrainte. Première option, payer un lourd tribut et sauver la vie de Digald. Seconde option, l'exécuter sur le champ et rejoindre le camp de Perdium, sans avoir à assumer les conséquences de la guerre. Il précisa que ceux qui choisiraient la seconde voie ne porteraient aucun fardeau du conflit passé. À ces mots, Digald perdit toute contenance. Il tremblait, les yeux exorbités, incapable de croire ce qu'il entendait. L'humiliation était totale. Mais sa stupeur fut rapidement interrompue, une pierre s'abattit sur lui, le frappant à la tempe. Une autre suivit, puis une troisième. Les projectiles pleuvaient désormais comme un orage vengeur. Les cris fusaient de partout. Espèce de porc immonde! Je me souviendrai toute ma vie du jour où tu m'as volé le pain que j'avais préparé pour honorer ma mère! À cause de toi, on a crevé la dalle pendant des jours! La rage populaire éclata avec une violence inouïe. Les pierres, les coups, les insultes, tout s'abattait sur Digald comme une tempête qu'il ne pouvait plus fuir. Même une fois son souffle coupé, son corps inerte fut encore frappé, jusqu'à ce que la colère s'épuise. Le jugement avait été rendu. L'exécution menée par le peuple lui-même. La question était réglée. Ghislain estima qu'il était temps de repartir faire son rapport. Mais avant de quitter les lieux, il se tourna vers Belinda, prêt à lui donner quelques recommandations. Elle l'interrompit cependant avant même qu'il ouvre la bouche. Elle lui dit qu'elle comprenait, qu'elle avait confiance et qu'elle savait que s'il avait agi ainsi, c'est qu'il avait ses raisons. Le récit se poursuit alors que Ghislain et ses hommes retournent à Perdium. Dès l'annonce de la mort de Digald, les visages se figèrent. Certains restèrent pétrifiés, d'autres laissèrent éclater leur surprise. Même son père, d'ordinaire si impassible, ne put retenir un reproche. Pourquoi Ghislain avait-il ignoré ses avertissements? Mais Ghislain répondit qu'il ne les avait pas oubliés. Il avait seulement agi après avoir évalué la situation sur le terrain. Selon lui, offrir une chance à Digald de se rendre aurait été une grave erreur. Cet homme n'aurait vu là qu'un répit avant sa vengeance. Il révéla alors que les troupes qu'il avait affrontées n'étaient pas celles qu'un simple seigneur comme Digald pouvait rassembler. Elles dépassaient les 7000 soldats. D'où venait un tel soutien? Grâce à ses recherches, Ghislain avait découvert que Desmond l'avait épaulé. Et dans l'ombre, deux noms résonnaient, Rayfold et Desmond. Le conseil s'en étonna, ces deux-là appartenaient à la haute lignée. Pourquoi s'intéresserait-il à une terre pauvre comme Perdium? Ghislain répondit sans hésiter, autrefois, peut-être, mais aujourd'hui, Perdium n'était plus insignifiante. Il supposait qu'Amelia, celle-là même connue pour ses manipulations, avait supprimé les messagers et bloqué toute information. Une méthode qu'elle avait utilisée à maintes reprises. Le fait que leurs terres soient voisines empêchait un assaut immédiat. Et même si cela devait arriver, Ghislain affirma qu'il saurait réagir vite. Soudain, la voix de son père brisa le silence.
Il lui demanda si cette chaîne d'arguments était vraiment la justification de l'exécution de Digald. Il rappela qu'éliminer un noble n'entraînait pas automatiquement la récupération de ses terres. Ghislain ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de sortir un parchemin qu'il tendit à son père. Ce dernier le déroula. Ses yeux parcoururent les lignes et son expression changea brusquement. Le document attestait que Ghislain était un parent éloigné de Digald, doté d'un droit d'héritage prioritaire. Même ainsi, son père insista, gouverner un domaine était loin d'être aisé. Avait-il les bonnes personnes pour gérer cette terre? Ghislain confirma d'un hochement de tête. Depuis plusieurs jours, il avait désigné celui en qui il avait la plus grande confiance. Un homme de son ancienne vie, le seul qu'il aurait pu suivre jusqu'en enfer, Claude. Et tandis que la scène s'estompait, il murmura pour lui-même, comme un défi lancé au destin. « Claude, je suis prêt à parier que cette fois encore, tu ne gagneras pas. » Contre toute attente, son père affichant un air solennel de seigneur, avait officiellement déclaré, à compter de ce jour, son fils Ghislain serait promu au rang de baron. L'instant d'après, un tonnerre d'acclamations s'éleva dans son dos, porté par la ferveur de ses partisans. Certes, le titre avait de quoi réjouir, mais l'esprit de Ghislain restait absorbé par les plans qu'il préparait en secret. Après la cérémonie, une nouvelle réunion s'organisa autour de la table de guerre. Ghislain, pointant une zone sur la carte, exposa clairement son projet. Le territoire de Digald, expliqua-t-il, entourait directement le château sous juridiction directe, et 5 places baroniales l'encerclaient. Pour mieux les contrôler, il comptait installer un centre stratégique sous sa propre autorité de baron. Il demanda alors si cela posait problème. Randolph et les autres pris de court n'osèrent évidemment formuler la moindre objection. De toute façon, ce n'était pas une véritable consultation, c'était un exposé. Ils n'étaient là que pour l'écouter leur annoncer ce qui allait être fait. À cet instant, le trésorier Albert glissa quelques mots à l'oreille du patriarche, qui fit un signe de la main à Ghislain. Il lui dit de suivre son instinct, tant que ses décisions restaient raisonnables, personne ne chercherait à l'en empêcher. Mais alors que Ghislain le remerciait à peine, voilà que son père se remit à tousser, la fameuse toux stratégique. Il enchaîna sur le ton le plus feutré qu'il put. La guerre avait gravement affecté les finances de Perdium, et par conséquent, Ghislain comprit immédiatement où il voulait en venir et le coupa net. Il n'avait pas besoin d'entendre la suite pour deviner la demande. Malheureusement, il dut répondre avec franchise, il était fauché, complètement à sec. Son père afficha une mine dubitative. Comment avait-il pu dilapider si rapidement ses fonds? Ghislain lui expliqua que tout ce qu'il avait gagné auparavant était parti dans l'amélioration de son équipement. De plus, les cristaux magiques extraits récemment avaient été entièrement détruits par les combats. Il conclut en rassurant son père, il retournerait bientôt en extraire d'autres pour en vendre. Un peu plus tard, Belinda vint le féliciter. Il n'en revenait pas de le voir déjà à la tête d'un domaine. Des larmes d'émotion pointaient dans ses yeux, après tout, elle avait été sa nourrice et l'avait vu grandir. Mais Karl, fidèle à lui-même, ne put s'empêcher de lancer une pique, voilà donc pourquoi ce garçon l'avait abordé avec tant d'irrespect, il avait été élevé par elle. Sans surprise, le destin s'abattit aussitôt sur Karl sous la forme d'un coup de pied parfaitement dosé de Belinda, juste en tournant les talons. Grand frère. Ghislain tourna la tête et aperçut Helena. Elle le regardait, le sourire aux lèvres, visiblement amusée. Elle lui demanda s'il fallait désormais l'appeler Seigneur Ghislain ou simplement Grand frère. Il répondit que ça lui était égal. Il en profita pour détourner l'attention sur la jeune fille qui accompagnait Helena. Grâce aux présentations, il apprit qu'il s'agissait de Rachel, sa meilleure amie. Il lui lança une plaisanterie. « Si Helena t'embête, viens me voir, je me chargerai de lui faire la leçon. » Mais l'heure n'était plus à la légèreté. Il se redressa et appela l'attention de tous. Les mercenaires présents l'entourèrent du regard. Il déclara que leurs efforts lors de la dernière guerre de territoire n'avaient pas été oubliés. À compter de ce jour, il était officiellement le nouveau seigneur du territoire de Digald. Il annonça également que leur base ne serait plus installée à Perdium. Dorénavant, ils seraient ses soldats attitrés. L'annonce fit éclater leur joie. De simples mercenaires, ils devenaient enfin des soldats d'une armée officielle. Mais Ghislain ne comptait pas s'arrêter là. Il les regarda un par un, leur annonçant qu'il avait une ambition plus grande encore, les former tous pour en faire de véritables chevaliers. Après tout, il s'était battu avec un courage égal à celui des meilleurs guerriers du royaume. C'est alors que Belinda, un peu surprise, fit remarquer qu'un projet d'une telle ampleur allait nécessiter beaucoup d'argent. Ghislain hocha la tête, bien sûr que oui. Il leur faudrait gagner beaucoup, beaucoup plus. Puis il se tourna vers Gillon, blessé pendant les combats. Il lui demanda si ses blessures étaient en voie de guérison. Après avoir reçu une réponse positive, il l'informa qu'un ordre de mission l'attendait. En raison de la situation chaotique dans le territoire de Digald, il devait s'y rendre immédiatement avec la troupe pour y rétablir l'ordre. Quant à lui, Ghislain allait s'atteler à une tâche bien plus cruciale encore. Ghislain fixa Gillon avec une intensité grave, puis lui confia ce qu'il pensait profondément, il avait toujours fait partie des rares personnes en qui il plaçait une confiance totale. Il déclara qu'avec ses capacités, il ne doutait pas une seconde qu'il mènerait sa mission à bien. À ces mots, Gillon s'inclina longuement devant lui, le regard empreint de loyauté,
puis le remercia avec solennité. Il lui demanda aussi de rester prudent sur la route. Ghislain ne répondit que par un hochement de tête, avant de tourner les talons pour aller retrouver Karl et Belinda. Il leur annonça sans détour qu'il devait partir immédiatement pour les terres d'Auston du royaume de Céron. Cette annonce sema la confusion chez Belinda. Pourquoi partir si loin, à l'étranger? Était-ce une sorte de voyage? Karl lui aussi sembla surpris. Il connaissait la réputation d'Auston, un territoire célèbre pour ses jeux et ses circuits clandestins. Ceux qui voulaient s'enrichir allaient souvent là-bas. Ghislain leur coupa l'herbe sous le pied. Ce n'était pas pour s'amuser, ils allaient chercher quelqu'un. Pendant ce temps, ailleurs, Vanessa, les joues rosies, fixait Alfred avec une lueur fiévreuse dans les yeux. Elle suppliait pour qu'il lui permette juste un instant d'aspirer à nouveau sa magie, comme la dernière fois. Elle n'en pouvait plus d'imaginer cette sensation dans son esprit, elle voulait la revivre dans la réalité. Mais Alfred, à bout de nerfs, la regardait avec effroi. Pour lui, cette femme était définitivement cinglée. Il n'était pas un vulgaire outil, encore moins une source d'énergie à usage unique. Pourtant, Vanessa insista, arguant que leur maître lui avait clairement dit qu'Alfred avait été lié à elle précisément pour ça, fournir un flux magique continu. Ces mots le mirent en rage. Il se redressa, prêt à lui faire passer l'envie de recommencer. Mais à ce moment précis, Ghislain fit irruption dans la pièce et coupa net toute tension. Il déclara que leur condition physique semblait bonne et que c'était donc le moment d'agir. Alfred, frustré, voulut se plaindre. Après tout, il avait l'impression d'être traité comme une mascotte. Mais Ghislain ne lui en laissa pas le loisir. Il alla directement vers Vanessa, lui adressa un regard calme, puis ajouta que même si c'était sa première mission de terrain, elle avait surpassé toutes ses attentes. Vanessa baissa les yeux, rougissante, et répondit qu'elle continuerait de tout donner pour mériter ses éloges. À côté, Alfred n'en pouvait plus, il explosa, criant qu'il en avait assez d'être ignoré. Il exigea de rentrer à la tour magique et promit qu'il ferait payer à Ghislain cet affront. Celui-ci répondit avec désinvolture, lui disant qu'il n'attendait que ça. Mais, avant la fin de leur contrat, Alfred ferait mieux de respecter ses engagements. D'ailleurs, Ghislain avait encore une mission pour lui. Auston, un territoire du royaume de Céron. Dès leur entrée dans la salle de jeu nommée Kraken, Karl était surexcité, comme un enfant dans une confiserie. L'atmosphère lourde de tension et l'odeur de stratégie et de triche embaumaient les lieux. Alfred, en revanche, était hors de lui, il rappela que Ghislain lui avait promis un retour immédiat à la tour. Mais celui-ci fit la sourde oreille. Il lança un sac de pièces à Karl, lui glissant de ne pas tout perdre d'un coup. Puis il lui confia Alfred pour qu'il le surveille un moment. Alfred, de son côté, ne comprenait pas cette soudaine exaltation. Ce n'était qu'un peu d'argent, après tout. Mais Karl, lui, avait les yeux qui brillaient comme un flambeau en pleine nuit. Il adorait les débutants, ceux qui ne savaient rien du monde. Et Alfred en était un parfait spécimen. Il savait qu'avec une bonne protection pour les nouveaux joueurs, il pouvait facilement gagner en les appâtant. Il lui passa un bras autour de l'épaule et lui dit qu'au fond, tous ces mages ne comprenaient rien à la vraie source du plaisir dans ce monde. Ils lançaient des sorts sans imagination, incapables de goûter aux joies simples de la vie. Ghislain, pendant ce temps, s'enfonçait plus profondément dans la salle. Belinda, qui le suivait du regard, soupira, il recommençait. Il allait encore chercher à devenir célèbre du jour au lendemain dans un trou pareil. Mais il la détrompa, il n'était pas là pour briller, il était là pour trouver quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait incarner l'épine dorsale de la nouvelle administration du territoire de Digald. Il devait juste le trouver avant qu'on ne lui coupe les deux poignets. Mais ça, c'est une autre histoire. À peine avait-il terminé sa phrase qu'un vacarme soudain attira l'attention de Ghislain. Il plissa les yeux en direction de la source du bruit, et son regard s'assombrit. C'était bien Claude, ou plutôt, ce que cette version de Claude était avant de le connaître, sur le point de se faire trancher le poignet par les hommes du casino. Devant lui, un colosse au crâne rasé manifestement excédé, hurlait de sa voix caverneuse que cette fois, il l'avait bel et bien attrapé. Il ne comprenait pas comment ce type avait pu enchaîner les victoires jour après jour, mais maintenant tout devenait clair, ce sale magicien trichait. Il affirma que s'il n'avait pas repéré à temps que la tête du dé semblait truquée, Claude aurait de nouveau empoché une coquette somme. Mais même acculé, Claude égal à lui-même, continua de nier en bloc. Il affirma le plus naturellement du monde, qu'il ne comprenait pas du tout de quoi l'autre parlait. Pour lui, il n'avait triché en rien, il n'y était pour rien. Mais l'homme chauve n'était pas d'humeur à écouter. Il cracha un ordre sec à ses sbires, il devait lui couper la main. Là, tout de suite. Les lames s'étaient déjà levées, quand à l'instant critique, une silhouette s'interposa. Ghislain surgit avec la vitesse de l'éclair, sa cape encore soulevée par le vent. Grâce à lui, le Claude de cette vie conserva un corps entier, pour aujourd'hui, du moins. Furieux de voir son exécution interrompue, le colosse se retourna vers Ghislain, les veines du cou saillantes, et hurla, qui était-il donc pour oser gâcher sa vengeance? Mais Ghislain n'avait ni peur ni intention de se faire petit. Il planta son regard dans celui de l'homme, et d'une voix calme, presque cinglante, déclara son identité. Il était le baron Ghislain Perdium, de la maison royale de Perdium, au royaume de Runia.